parler quelques règles du mode d'emploi de notre webinaire. Vous les connaissez déjà, mais je vous les rappelle. Vous aurez bien évidemment l'occasion de participer et de contribuer aux échanges. Et pour cela, vous avez trois possibilités. La première, dans la barre d'outils qui se situe en bas de votre écran, vous avez un espace pour échanger entre vous. Vous avez la possibilité de lever la main, ce qui nous permettra bien de voir que vous sollicitez, que vous souhaitez prendre la parole et nous pourrons alors vous la donner. Et enfin, dernière possibilité, vous avez un espace pour poser vos questions et y répondre. Et c'est aussi l'occasion pour nous de répondre à vos questions, ou en tout cas de relever les questions que vous posez et de les partager avec nos intervenants. Ce que nous vous proposons ce matin, c'est plutôt d'utiliser à la fois la petite icône lever la main et l'icône questions et réponses, et de ne pas utiliser le chat, l'icône converser, ce qui nous permettra à nous de bien voir les questions que vous posez et de voir les personnes qui souhaitent intervenir. Sébastien Martin, je vous laisse ouvrir notre webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. La DCF est heureuse, malgré ce contexte sanitaire, de poursuivre ces webinaires régionaux, et heureux de poursuivre le dialogue avec vous toutes et vous tous. Et vous êtes encore une fois nombreux ce matin, puisque là, je vois 89 participants. Du coup, j'en ai fait partir 88 participants ce matin à notre webinaire sur les contrats de relance et de transition écologique. Je voudrais d'abord saluer les deux administrateurs qui sont présents et qui interviendront tout à l'heure. Frédéric Alguilera, président de Vichy Communauté, et Patrice Verchères, président de la communauté de l'Ouest rhodanien. Ce matin, nous aurions dû être chez Yves Gougne, le vice-président de la communauté du pays mornantais. Il aurait dû nous accueillir à Mornan ce matin, mais ce n'est que partie remise. Vous savez que la DCF et en tout cas toute l'équipe du conseil d'administration et l'équipe avec Virginie Carolo, qui est la première vice-présidente, et Sébastien Miossec, le président délégué, nous avons la volonté d'aller dans les régions, d'aller rencontrer nos adhérents. En tout cas, à titre personnel, j'irai dans chacune des régions de France vous rencontrer aussi les exécutifs régionaux, parce qu'il y a des choses à faire entre intercommunalité et région, mais également avec tous les niveaux de collectivité, bien évidemment. Et donc, nous serons au cours de ce mandat particulièrement présents dans vos régions auprès de nos adhérents. Au sein du conseil d'administration, la région Auvergne-Rhône-Alpes est bien représentée. J'ai cité Frédéric et Patrice, mais il y a aussi Olivier Bianchi, le président de Clermont Métropole, Céline Chariot, la présidente de Saint-Flour Communauté, Véronique Pouzadou, la présidente de la communauté Saint-Pourçain Sioule-Liman, qui devait être avec nous, et malheureusement il y a eu un petit drame familial, on va dire, auprès d'un de ses élus, et elle a dû s'excuser au dernier moment ce matin. Jean-Luc Rigaud, du Grand Annecy, qui est notre président d'honneur aussi, siège au sein du conseil d'administration. Et puis, il y a aussi le conseil d'orientation, qui est le lieu d'expression des territoires, le lieu de présentation des études de la DCF, où nous avons plusieurs représentants de votre région. Jacques Chabal, le président de la communauté du Val-d'Eyrieux, Pierre-Louis Fillet, le président de la communauté du Royan-Vercors, Philippe Gamin, président du Grand Chambéry, Yves Gougne, dont j'ai parlé à l'instant, Pierre Jouvet, le président de la communauté Porte de Drôme-Ardèche, Roland Lobard, le président de la communauté Rumilly-Terre de Savoie, Stéphane Valli, président de la communauté Faucigny-Glières, et Bruno Forel, le président de la communauté des Quatre Rivières. J'en profite aussi pour saluer Yvonne Kramis, le nouveau président de l'ADGCF. Vous savez que nous avons un partenariat ADCF-ADGCF qui est fort, car bien évidemment, élus et administration marchent de concert, et nous avons besoin de nos DG pour mettre en œuvre nos projets et pour mettre en œuvre nos contrats de relance et de transition écologique, bien évidemment. Alors, sans vouloir bien évidemment dévoiler tout ce qui va être dit, je voudrais simplement vous faire passer un message. Ces contrats de relance et de transition écologique, c'est l'idée de ce contrat global, de ce contrat intégrateur que la DCF porte depuis longtemps. Il s'agit pour nous de dire qu'au lieu de multiplier les contrats, il nous semble bien mieux et en tout cas bien plus logique que nous ayons un seul niveau de contrat avec l'État, plutôt que d'avoir des contrats de ruralité, des contrats de relance, pas des contrats de ville. Et puis,
la multiplicité des contrats, des appels à projets qui font que nous démultiplions parfois les mêmes documents et nous démultiplions notre énergie à rédiger des documents plutôt qu'à nous concentrer sur nos projets. L'idée du contrat de relance, et c'est bien celle-là que défend la DCF et que nous expliquons en permanence à nos interlocuteurs, c'est cette idée du contrat qui s'appuie sur le projet de territoire. C'est enfin une formalité de contrat qui part du projet de territoire porté par les élus, face auquel l'État vient dialoguer et avec lequel l'État vient engager une conversation pour savoir si les priorités qui sont les nôtres sont partagées avec l'État. Il ne s'agit pas de se relancer dans une démarche complexe de plus. On ne vous demande pas, on ne doit pas vous redemander de faire quelque chose d'aussi lourd que quand on fait un PLUI, que quand on fait un PLH, que quand on fait un SCOT. Tout cela, soit vous êtes déjà engagé dedans, soit vous venez de les conclure et on ne doit pas recommencer tout cela. Par contre, la démarche de projet de territoire, je crois qu'elle est au cœur de l'intercommunalité. On s'appuie sur le projet de territoire, on dialogue avec nos partenaires, on présente des fiches actions, on présente des projets et on voit si l'État est prêt à venir les cofinancer avec nous et si il est prêt à avoir une relation de confiance avec nous qui consiste à se dire ben, je fais confiance à ce territoire, il a un projet de territoire, il a des projets et je viens à sa rencontre. Si effectivement certaines administrations déconcentrées ne comprennent pas cette logique, alors eh bien, ce webinaire de ce matin, c'est l'occasion de le dire. C'est l'occasion de nous dire comment se passe le dialogue avec les autorités de l'État en région Aura. Et c'est l'occasion pour nous ensuite de refaire passer toujours ce même message de vigilance auprès du gouvernement et que la DCF veillera à ce que ce qui est une bonne idée eh bien, ne soit pas dénaturé par une administration d'État qui ne serait pas dans cette philosophie. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Vous souhaitez une bonne rencontre régionale et je passe tout de suite la parole, je crois, à Ionis Ramis, à moins que Romain ne fasse la transition. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Sébastien Martin. Écoutez, c'est un grand plaisir. Moi, je vais être vraiment très, très court. C'est juste pour vous présenter en quelques mots la DGCF et surtout vous dire quelques mots des CRTE aussi de notre point de vue. Donc, la DGCF est un réseau professionnel d'un peu plus de 1000 adhérents maintenant sur toute la France, métropolitaine et outre-mer. On regroupe des membres de direction générale, tous statuts confondus. Et notre nouveau projet associatif se situe vraiment dans une logique à la fois de réseau, mais aussi toujours dans une dimension, pour celles et ceux qui nous connaissent, plutôt intellectualisante et prospective. Voilà, donc nous, la DGCF, en quelques mots, on est vraiment, en tout cas de notre point de vue, l'association sœur, en tout cas petite sœur de la DCF. D'ailleurs, on a un partenariat très fort qui pour nous est très important puisque la DCF nous héberge gratuitement dans ses locaux à Paris, ce qui pour nous est un soutien absolument fondamental et majeur. La DGCF, du coup, au niveau national, ce sont des prises de position, des études stratégiques et prospectives sur divers sujets, mais au niveau local, et c'est là où je veux en venir, la DGCF, donc les collègues, sont à la totale disposition des élus de la DCF pour co-animer, organiser des séminaires, des colloques, des réunions à votre guise. Nous, on se met totalement à votre disposition. Et donc, quand je dis nous, ce sont notamment les collègues délégués régionaux en région Aura, nos nouveaux collègues que sont Virginie Pinger-Boer et Richard Thomassier, mais aussi toute l'équipe, puisqu'en région Aura, on a près de 200 adhérents. On est la plus grosse région en nombre d'adhérents de la DGCF. Donc, voilà, les collègues de l'équipe technique de la DCF, que je remercie vivement, le savent. Et en tout cas, nous, on est vraiment à votre entière disposition. Sur les CRTE, vraiment en un mot, je partage, et l'ensemble des collègues du bureau et du CA de l'association partagent complètement ce qui vient d'être dit par Sébastien Martin. C'est une vraie bonne idée, à la condition d'aller au bout de l'idée. Et notamment à la condition aussi, pour l'État, de faire preuve d'une forme de souplesse, dont ici, en tout cas dans le département de l'Allier, j'ai commencé à faire part aux collègues tant de la préfecture que de la DDT, qui ont reçu le message de manière très positive, c'est-à-dire notamment le délai du 30 juin 2021 paraît quand même court. Parfois, il sera adapté et suffisant pour les territoires qui ont déjà un projet de territoire clair et structuré. Pour celles et ceux qui étaient en cours d'élaboration d'un projet de territoire ou qui engagent un nouveau projet de territoire avec ce mandat, ce délai paraît quand même peu tenable.
dans la mesure où une phase de concertation est sollicitée, ce qui paraît d'ailleurs assez logique. Voilà, donc peut-être que ça sera d'emblée un premier point sur lequel il faudra que l'État fasse preuve de vigilance et en espérant aussi évidemment une grande souplesse pour faire en sorte que certains territoires ne soient pas pénalisés. En tout cas, nous, au niveau de la DGCF, on se félicite de ce contrat d'ensemble avec idéalement des financements supplémentaires. Ça, on le verra évidemment au fil des mois. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire et puis je repasse la parole à Romain. Merci beaucoup. Quelques mots sur le déroulé justement de ce webinaire. Nous l'avons pensé en deux séquences. Une première séquence pour revenir d'abord sur les grands principes et la méthode qui prévaleront à la mise en place de ces contrats de relance et de transition écologique, voir le lien entre le plan de relance et ce nouveau dispositif contractuel proposé par le Premier ministre. Ce sera l'objet d'un premier échange avec les intervenants et l'ensemble des participants à ce webinaire. Et enfin, dans une deuxième partie, nous vous proposerons plutôt de revenir sur les ambitions de ces contrats, ou en tout cas les projets tels qu'ils sont présentés, tels qu'ils sont pensés au sein de vos projets de territoire. Quels sont les projets que vous souhaitez inscrire dans ces contrats de relance? Quelles sont les politiques publiques sur lesquelles vous voulez prioriser votre action et qui pourraient trouver sens au sein des contrats de relance? Nous avions sollicité le préfet de région pour venir échanger avec nous ce matin. En tout cas, c'était le souhait des élus de la délégation régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont préparé ce webinaire. Les services du préfet de région nous ont bien répondu. Malheureusement, le préfet de région n'était pas disponible, ni lui, ni le secrétaire général aux affaires régionales, ce qui fait que voilà, nous ne pouvons pas ce matin dialoguer avec un représentant d'État. En revanche, ce que nous vous proposons, c'est de bien noter les éléments de notre débat, ce qui fait consensus, les points qui restent en suspens, et nous vous proposons ensuite de les partager avec les services de l'État en Auvergne-Rhône-Alpes et de voir de quelle manière est-ce qu'ils réagiront à nos propos. Et justement, pour commencer notre webinaire, nous vous proposons un premier temps de cadrage, et pour cela, je passe la parole à Floriane Boulet. Floriane, c'est à toi. Ton micro n'est pas activé, Floriane. Floriane, il faut juste que tu actives ton micro. Bonjour à tous. Romain, je te laisse dérouler le PowerPoint. Donc ce matin, effectivement, on vous propose un petit temps de cadrage sur les grandes lignes du plan de relance pour aller progressivement jusqu'au CRTE. Alors, le plan de relance, vous le savez, c'est un plan à 100 milliards d'euros qui devront être dépensés d'ici 2023 à peu près, 2024, mais 2023 est quand même l'objectif. Et c'est un plan de relance qui stimule l'offre, avec notamment la commande publique qui devra répondre présente à ce nouveau plan de relance. Bien évidemment, il n'y a jamais eu de plan de relance de cette ampleur-là. Il faut vérifier ce qui est de l'argent nouveau et ce qui n'en est pas, bien sûr. Mais quand on fait la somme, tout de même, il y a quand même des montants qui sont assez importants sur certaines politiques publiques. Ce plan de relance a un enjeu, c'est d'être mis en place rapidement et de façon territorialisée. Donc, il faut que les territoires s'en emparent et c'est notamment pour ça que l'on s'est intéressé au contrat de relance et de transition écologique. C'est comme ça qu'ils sont apparus. 4 voies de financement classiques. Le plan France Relance sera décliné dans les territoires de 4 manières. D'abord, certaines mesures seront déclinées de façon nationale. On pense par exemple aux impôts de production. Il est bien évidemment difficile de les imaginer dans une logique territorialisée. Pour d'autres questions, la DCF se mobilise encore aujourd'hui, par exemple MaPrimeRénov', qui est aujourd'hui gérée de façon très centralisée. Et les élus de la DCF se mobilisent depuis plusieurs mois maintenant pour essayer de mettre en lien cette logique nationale avec ce qui existe actuellement dans les territoires. Donc ça, c'est une première voie de financement. Nous avons également des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt
qui sont moins nombreux que ce qui devait être au mois de septembre. La DCF notamment s'est mobilisée pour justement avoir un maximum de fonds qui soient à la main des préfets, mais il reste un certain nombre d'appels à projets. Nous avons essayé de vous proposer un calendrier de ces documents-là qui est à jour de la semaine dernière, donc on va vous le mettre dans le chat. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur des projets très variés. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser parce que les délais sont quand même assez courts, même si pour certains d'entre eux, il y aura plusieurs vagues de sélection des lauréats, mais il en reste encore beaucoup. Troisième voie de financement, donc les fameuses enveloppes que je viens d'évoquer qui sont confiées au préfet, soit au préfet de département, soit au préfet de région, pour des projets qui sont, je dirais, matures. On n'est pas sur des enveloppes qui seront décaissées d'ici 2 ou 3 ans, c'est maintenant que ça se passe. On le voit avec la DSIL, par exemple, où la plupart d'entre vous ont été sollicités par les sous-préfets ou les préfets de département ces derniers mois pour faire remonter un maximum de projets. Et là, dans certains départements, ça y est, les préfets commencent à donner des accords de financement ou certaines régions. Ça se met en place progressivement. Dans certains territoires, les accords ne sont toujours pas tombés, mais ça commence à apparaître à l'échelle nationale où on voit qu'il y a un mouvement qui se dessine depuis le début de l'année 2021. Et puis, un certain nombre d'autres volets seront financés sur décision préfectorale, ou du moins dans une logique qui sera territorialisée. Alors, on ne sera pas sur des fonds aussi classiques que la DSIL ou la DETR, mais ce seront des fonds qui seront laissés à la main des préfets. Je pense par exemple aux dotations qui serviront aux foncières commerciales, par exemple. Voilà. Donc, on a ces 4 voies de financement qui sont aujourd'hui envisagées. Pour les utiliser, une gouvernance a été mise en place, alors de façon plus ou moins opérationnelle, notamment grâce au partenariat avec la DGCF. On fait remonter beaucoup d'éléments de contexte dans chaque département, ce qui nous permet, nous, d'avoir une vision panoramique à l'échelle nationale. Normalement, sont censés se mettre en place les comités régionaux de pilotage et de suivi du plan de relance, avec un certain nombre de représentants d'intercommunalités. Ils ne se sont pas encore tous réunis. Ça commence à arriver. Quand ils se réunissent, on est souvent dans une logique descendante. Il y a énormément de monde souvent dans ces comités régionaux et c'est vrai que c'est quand même difficile d'avoir des discussions assez fournies. En ce qui concerne les comités départementaux, cette fois-ci, où là, tous les présidents d'intercommunalités doivent être conviés, eux aussi ne se sont pas encore tous réunis, mais depuis le début de l'année, quand même, on a cette fois-ci maintenant une majorité de départements qui ont réuni ces comités dans des formats qui sont différents. Certains comités se réunissent tous les 15 jours, d'autres ne se sont donc pas réunis. Et encore une troisième catégorie, je dirais, sont sur un rythme de réunion mensuel. Dans certains départements, ça marche extrêmement bien. Ça permet de faire le lien notamment avec les chefs d'entreprise et avec toutes les administrations publiques du territoire. Dans d'autres territoires, ça a vraiment du mal à prendre et on est sur des logiques plus bilatérales entre le préfet d'un côté et le président d'interco de l'autre. Voilà. Et on a du mal à avoir une dynamique territoriale qui se mette en place. Voilà, donc sur cette base-là, arrivent les contrats de relance et de transition écologique. Sébastien Martin le disait tout à l'heure, c'est une demande ancienne de la DCF, portée notamment par Jean-Luc Rigaud, qui interviendra juste après. Ces CRTE arrivent au bon moment, je dirais, puisque là, nous avons besoin d'une vision transversale avec ce plan de relance, et nous avons également besoin d'une logique territorialisée. L'idée de ces CRTE est bien d'aller dans une logique de simplification des différents outils contractuels. L'idée, c'est de rationaliser tous les contrats que l'on a aujourd'hui entre État et collectivités de l'autre côté, voire de les élargir aux contrats qui sont conclus entre les territoires et les régions et les départements. On a dans certaines régions françaises vraiment une volonté d'articuler les politiques nationales, régionales et départementales.
Ça ne se fait pas partout, mais on sent bien que quand même, entre État et région, il y a une volonté d'articuler la relation contractuelle avec les territoires. Globalement, ça commence à se mettre en place. Le deuxième objectif des CRTE est non plus d'être dans une logique descendante, mais de partir du projet de territoire, ce que disait Sébastien Martin tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des projets de territoire qui servent de base à la contractualisation. D'un côté, on a le projet de territoire de l'intercommunalité et de l'autre, on a des financeurs qui ont leurs propres objectifs, bien entendu, et qui acceptent ou non de financer tel ou tel projet. Donc, bien sûr, ce n'est pas en tout cas, c'est vraiment ce que porte la DCF, ce n'est pas l'occasion de redéfinir un projet de territoire lorsqu'il y en a déjà un. Et on est censé se baser sur l'existant et sur ce qui a été déjà négocié entre élus localement. Voilà. Et le dernier point, c'est que ce ne sont pas des contrats figés dans le temps. L'objectif, c'est qu'on soit sur la temporalité du mandat et que ces contrats soient évolutifs. Donc, là, on a une date butoir du 30 juin 2021. Si cette date perdure, Yvonique l'évoquait tout à l'heure, ça peut être difficile dans certains territoires, notamment dans ceux qui n'ont pas de projet de territoire. Si tout n'est pas inscrit dans le contrat au 30 juin, on pourra bien sûr abonder et l'enrichir au fur et à mesure des années du mandat. Voilà. Donc, c'est censé être un contrat qui est évolutif. Donc, Romain, je te passe la main peut-être pour expliquer ce qui est censé apparaître dans les futurs contrats de relance et de transition écologique. Oui, c'est ça. Merci Floriane. On voulait simplement illustrer ce qu'on entend nous aussi par contrat réceptacle. C'est l'un des enjeux de ce contrat de relance et de transition écologique. C'est aussi de vous faciliter, en tout cas de faciliter l'accès aux différentes sources de financement que vous connaissez déjà, mais pour lesquelles vous devez systématiquement remplir telle démarche de dispositif contractuel ou répondre à tel appel à projet. On a remis là les grands financeurs, en tout cas les grands plans de financement qui abondent et qui alimentent nos projets de territoire. On y retrouve donc les crédits nationaux qui relèvent de programmes, qui relèvent d'appels à projets, les crédits européens et puis bien évidemment les crédits relevant des politiques contractuelles des régions et départements. Donc ça, c'est la première partie de ce schéma. La partie du dessous de ce schéma, c'est aussi pour rappeler qu'on ne part pas de zéro. Sébastien Martin l'a rappelé en ouverture, les intercommunalités sont d'ores et déjà signataires d'un grand nombre de dispositifs contractuels et d'un grand nombre, et souvent aussi lauréats, de nombreux programmes nationaux qu'on retrouvera évidemment au sein du contrat de relance et de transition écologique, un petit peu sur la logique de briques. Un contrat de relance et de transition écologique pourra être composé ou sera la coordination de plusieurs briques, de plusieurs contrats, des contrats d'ailleurs qui peuvent tout à fait perdurer parce qu'ils appellent à un écosystème particulier, parce qu'ils ont leur propre rythme de comitologie, de réunion. Donc, ils pourront tout à fait, si vous en êtes satisfait, perdurer, alors même que le contrat de relance sera signé. Tout ceci pour permettre de continuer à programmer et à engager des actions qui relèvent des contrats de réalité, des contrats de ville, des contrats de transition et des contrats de transition écologique. L'idée, là aussi, est bien de partir de l'existant, puisque vous pouvez tout à fait avoir, grâce à un de ces contrats, un très bon partenariat avec l'État qui sert justement d'illustration à ce que pourrait être le contrat de relance et de transition écologique. C'était l'objet de ce schéma tout à fait simplifié. Et puis enfin un mot sur le calendrier, mais Sébastien Martin et Yvonique l'ont déjà rappelé. Effectivement, le calendrier est assez serré. Vous le savez, actuellement, chaque préfet de département définit les périmètres de contractualisation. C'est d'ailleurs une des questions qu'on vous posera dans quelques minutes pour savoir, vous, au sein de votre département, où est-ce que vous en êtes de cette première étape, qui est la définition du périmètre de contractualisation, qui ensuite engage tout un travail qui se veut partenarial avec les services de l'État pour arriver, c'est la date qui est pour l'instant évoquée à l'été 2021, à la signature d'un contrat de relance et de transition écologique qui peut être juste
une première ébauche du contrat. Vous pouvez tout à fait, avec les services de l'État, vous mettre d'accord sur des grandes orientations, sachant que, et ça Florian l'a bien rappelé, sachant que ce contrat se veut évolutif et vivant. Et donc, il pourrait tout à fait être enrichi au fil de votre mandat et au fil de sa programmation. Juste pour un détail, mais les éléments qui étaient sur la diapositive précédente sont bien des éléments que nous avons extraits de la circulaire signée par le Premier ministre le 20 novembre prochain et adressée à tous les préfets de région et préfets de département. Voilà, c'est pour appuyer le fait que nous partageons, en tout cas en théorie, les éléments proposés par le Premier ministre au sein de ces services de l'État. Alors peut-être qu'on peut, Jean-Luc Rigaud, vous êtes notre président d'honneur et il nous semblait… Allô? Oui, oui, j'entends. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour à toutes et tous. Il nous semblait intéressant de… Peut-être que vous pourriez revenir en quelques mots sur un message que vous avez porté durant tout votre mandat sur cette idée de contrat global et de contractualiser avec l'État à la bonne échelle, pour rappeler aussi d'où ça vient côté ADCF. Oui, écoutez, merci déjà. Bonjour à toutes et à tous en Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, c'est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que je vois l'aboutissement d'un long travail mené par l'équipe de la DCF précédente, les élus qui sont encore en grande partie là, mais également toute l'équipe technique. Je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet, mais ça a été depuis longtemps une volonté de rapprocher les politiques publiques des territoires. Je crois que Sébastien Martin l'a fort bien illustré en disant la volonté et la dynamique de la DCF pour continuer avec la DGCF de porter ce type et ce genre de méthode. Je voulais juste insister sur le volet un peu plus politique de cela. Quand les contrats de relance se mettent en place, l'idée de départ est de dire il y a un contrat de territoire, il est porté par le territoire, ou il n'y en a pas, mais il y a un projet politique d'un territoire, ou s'il n'y en a pas, il faut à un moment donné arriver à se mettre d'accord au niveau du territoire sur les axes politiques dans le cadre des compétences de ce territoire-là et de cette communauté-là. Et ces compétences peuvent être encore un peu diverses ou plus ou moins approfondies. Et à partir de là, je pense que c'est là où on construit le plan de relance, le plan de relance et de transition écologique. Et là, je pense que c'est là où il peut y avoir des nuances, c'est-à-dire la région qui, pour nous, je crois, a signé avec le Premier ministre, Laurent Wauquiez a signé avec le Premier ministre le cadrage des plans de relance. Si ça correspond à sa politique publique, elle adhère. Si ça ne correspond pas, elle n'empêche pas le projet de se faire sur le territoire, mais elle ne vient pas forcément l'abonder. Et même chose à tous les étages, de façon à ce que les axes politiques des uns ou des autres, l'axe politique de l'État n'est pas forcément le même que celui de la région, n'est pas forcément le même que celui de la communauté ou du territoire concerné, n'empêche pas de se faire, mais simplement les aides sont moins fortes ou les incitations moins grandes. Je crois que c'est là-dessus où on verra des mises en œuvre qui pourront être très différenciées en fonction des sujets, des territoires et puis des volontés des uns ou des autres. Voilà, je voulais juste redire ça au début, d'une part. D'autre part, bien indiquer aussi que ça encourage chaque territoire, chaque communauté à faire un projet de territoire. Alors, le projet de territoire, dans la définition la plus aboutie, c'est un projet co-construit avec les habitants. La co-construction et la participation des citoyens, maintenant, ça devient une règle à peu près partout. Donc, je pense que tout le monde s'y met. Mais là où ce n'est pas fait, à tout le moins, je crois qu'on peut démarrer avec un projet porté par les élus eux-mêmes. Je prends l'exemple de territoire d'industrie. C'est une dynamique qui s'est mise en route en moins d'un an. Les industriels ont été associés dans beaucoup d'endroits, mais pas forcément. Et donc là où ils ne l'ont pas été, il y a minimum un projet qui a pu être monté avec les régions et avec l'État assez vite. Et c'est pour ça que ça donne beaucoup d'espoir dans la capacité à ce que ces projets, ces CRTE, aboutissent dans les délais prescrits. Ils seront plus ou moins aboutis, plus ou moins riches en fonction justement du territoire. Mais si la dynamique se met en place, je crois beaucoup à cela pour l'avenir. Voilà, en quelques mots, et plutôt prêt à répondre aux questions ou à être interactif avec vous. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. Et donc là, voilà, on a
Vous avez ici à l'écran listé les quelques recommandations que nous avons portées à l'égard du gouvernement pour essayer de construire ensemble la philosophie de ces contrats de relance et de transition écologique. Et justement, pour en savoir un petit peu plus sur l'état d'avancement de ces contrats de relance et de transition écologique dans chacun des 12 départements de votre région, on avait quelques questions à vous soumettre pour ensuite engager le débat. Alors, la question normalement apparaît sur votre écran et vous pouvez d'ores et déjà y répondre. La première question est toute simple. Il s'agit du périmètre de votre contrat de relance et de transition écologique. Ce périmètre est-il défini? Est-il en cours de discussion? Ou alors vous attendez encore des éléments d'information de la part des services de l'État? Ou enfin, vous ne vous prononcez pas? Ça, c'est la première question. Je vous laisse le temps d'y répondre. Il y a une deuxième question qui est sur le périmètre ou le projet de périmètre de votre contrat de relance et de transition écologique. Ce périmètre est-il à l'échelle de votre intercommunalité, d'un groupement d'intercommunalités, donc pôle métropolitain, pays, PETR, à l'échelle du département, où vous ne vous prononcez pas? Et enfin, une troisième question qui est plus pour prendre un peu la température de la manière dont vous appréhendez la mise en place de ces contrats de relance et de transition écologique. Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Est-ce que vous êtes plutôt en attente encore? Ou alors plutôt réservé sur ce qui est annoncé en matière de nouvelles contractualisations entre État et collectivités? Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. À chacune des trois questions. Et ensuite, nous pourrons demander à Frédéric Aguilera et Patrice Verchères peut-être une première réaction aux résultats que je vais afficher dans quelques instants. Voilà. Excusez-moi, est-ce que les résultats s'affichent bien à votre écran? Oui? Bien, donc voilà, la première question, le périmètre de votre contrat de relance et de transition écologique, pour près de la moitié des participants, il est défini. Il est en cours de discussion ou encore en attente d'information pour quasiment l'autre moitié. La grande majorité de ces périmètres de contractualisation seront bien à l'échelle de l'intercommunalité, à la marge à l'échelle du département pour deux personnes parmi les répondants et un petit 20% à l'échelle d'un groupement d'intercommunalité. Et enfin, sur la température, en tout cas sur la manière dont vous appréhendez les contrats de relance, vous êtes près de la moitié à être plutôt en attente d'informations complémentaires ou en attente peut-être de voir comment les relations et le dialogue avec les services de l'État se mettent en place. Sur ces résultats, Patrice Verchères, Frédéric Aguilera, on est plutôt sur un état d'avancement peut-être un peu, enfin en tout cas une photographie aujourd'hui, au 26 janvier, plutôt pas mitigé, mais en tout cas, on sent qu'il y a encore de l'attente. Est-ce que vous partagez aussi ce sentiment? Patrice, vas-y. Allez, j'y vais. Nous, sur le département du Rhône, il y a eu une accélération il y a une quinzaine de jours, mais jusqu'à présent, on va dire, on était plutôt en cours de discussion, en attente d'informations. Là, ça s'est accéléré. Nous avons eu une réunion la semaine dernière avec la secrétaire générale. Et alors, les 2% sur le périmètre, alors c'est un peu particulier, mais c'est vrai que sur le département du Rhône, les intercos vont faire un contrat individuellement, mais en partenariat avec le département. Si je reprends l'expression du président du département, en gros, nous sommes dans une copropriété.
Le département en est membre, mais chaque interco, bien sûr, définira son propre CRTE, mais le département pourra accompagner en termes d'ingénierie et alimentera également en termes de subventions complémentaires les CRTE de chaque interco du département. Mais on le travaille avec le département. Bon, il y a eu une discussion un peu à un moment donné avec la préfecture qui aurait peut-être voulu autre chose. Enfin, entre la secrétaire générale et les sous-préfets, ils étaient un peu en désaccord sur le sujet. Puis en fin de compte, on est arrivé tous ensemble avec les 12 intercos à faire quelque chose, d'accepter de faire des choses en commun et le département de jouer le rôle d'un département, notamment d'accompagner les intercos, aussi bien d'un point de vue ingénierie et d'un point de vue financier. Mais l'ingénierie sera important parce qu'on se rend compte que les CRTE, qui vont regrouper un certain nombre de contrats déjà existants, qui bénéficiaient tous souvent d'un chef de projet ou en tout cas de personnel cofinancé par l'État, on a l'impression parfois que l'État veut en récupérer un peu. C'est-à-dire que si vous avez, moi je vois sur ma communauté d'agglomération, on a beaucoup de projets et de contractualisation. Bon, on a l'impression qu'on n'aura pas autant de personnes en ingénierie que si on avait pris individuellement. C'est un peu le risque. Donc là, le département pourra peut-être venir compléter avec l'ensemble des intercos. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Et sur la mise en place, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été rassuré par les réponses que l'on a obtenues, parce que j'ai l'impression également que les services de la préfecture de région sont aussi dans l'attente d'un certain nombre d'informations suite aux questions qui ont été posées sur notamment dans quelles conditions on va pouvoir négocier jusqu'au mois de juin ces contrats. Est-ce qu'il faut que ce soit des choses abouties? Voilà. Bon, il y a encore il y a tendance à être dans l'expectative également pour eux. Monsieur Aguilera. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai noté les 57% d'élus un peu en attente par rapport à ce dispositif-là, parce que c'est quelque chose évidemment qui se met en place. Je pense que si on est nombreux ce matin, c'est que on est tous d'accord sur l'objectif, sur cette vision d'ensemble des dispositifs et des contractualisations avec l'État, une vision d'ensemble qui doit être en accord avec notre projet de territoire. Moi, je veux dire, ce sera une réussite, ces contrats, si ce n'est pas une simple compilation, premièrement, de tous les contrats existants sur le territoire. Sinon, ça s'appelle simplement du marketing politique et ce n'est pas ce que demande la DCF depuis un grand nombre d'années. Mais si on a bien cette notion-là, qui est reprise d'ailleurs dans la circulaire du Premier ministre et qui a été rappelée tout à l'heure dans le PowerPoint, qui est de dire, et je reprends les termes exacts de la circulaire, illustrer l'approche différenciée et simplifiée de la décentralisation. Et c'est là où ça va être difficile. Et ça va être difficile aussi pour les services de l'État déconcentrés, parce que c'est des démarches qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, dans l'ADN de l'État déconcentré, justement, cette notion de simplification et cette notion d'approche différenciée. On sait que c'est des notions qui sont très nouvelles. Donc, ce premier type de contrat qui doit, rapprocher tous les contrats et 2, apporter cette couche différenciée pour l'adapter à notre projet territorial, obligatoirement, ça va être aussi, il faut en avoir conscience, un tour de force, et c'est un peu ce que disait Patrice sur les non-réponses à ce stade, un tour de force pour les services de l'État eux-mêmes. Donc moi, je comprends que 57% des élus qui ont répondu très rapidement tout de suite soient en attente, parce que on en attend beaucoup, et on espère beaucoup de ce type de contrat. Mais ce n'est pas simplement une attente côté élu, même si pour les élus, là aussi, ça peut faire peur quand on voit tous ces schémas, entre autres pour les intercos qui n'ont pas obligatoirement de l'ingénierie et des services pour porter tout ça derrière. Il va falloir aussi être vigilant là-dessus pour que ces intercos-là ne se fassent pas manger dans le dispositif administratif et préfectoral et qui puissent aussi un peu imposer leur vue malgré les difficultés et l'absence d'ingénierie dans certaines intercos. Romain, c'est Jean-Luc Rigaud. Est-ce que je peux m'autoriser un court commentaire à mon tour, puis après je me tairai plus? Bien sûr, Jean-Luc, je vous en prie. Oui, à chacun. Quand on voit qu'il y a la moitié à peu près des territoires qui sont au périmètre des intercos, je pense que c'est bien. Si on est dans une vision aboutie, l'idéal, c'est de faire ça sur le périmètre des bassins de vie, au moins, alors qu'ils correspondent soit au bassin de mobilité, soit au bassin d'emploi.
C'est un petit peu, ça a toujours été la vision stratégique à terme du découpage territorial. On ne va pas le remettre en question maintenant, mais le monde final, c'est un peu ça. Donc, si il y a des intercos qui peuvent encore hésiter, qu'elles se regroupent par logique de bassin de vie. Je pense que le CRTE sera beaucoup plus durable et pourra ainsi traverser les années, je crois. Beaucoup mieux que... Voilà, beaucoup mieux. Mais ça, c'est une vision pour plus tard. Vaut mieux faire ça à sa propre communauté de communes plutôt que pas. Et vaut mieux le faire bien sur sa petite communauté de communes plutôt que mal sur un grand ensemble. Mais ayons l'idée de bassin de vie. Premier message. Le second, c'est un message de allez-y. Quand il y a une nouvelle politique qui se met en place, c'est normal que les services de l'État soient frileux. On leur a toujours appris à respecter les consignes et puis à décliner les décrets et l'exact. Dès lors que le cadrage est donné, et c'est le cas, suffisamment, que chacun s'en saisisse et soit prospectif et positif et aille pousser la porte des préfets en disant moi je suis prêt. Et vous ne savez pas, vous, l'État, nous, on vous propose ça. Et alors là, la DCF et ses services, ainsi que la DGCF, ont un rôle important à jouer pour écrire l'histoire. L'écrire l'histoire du territoire, pas la grande règle définie, mais comment écrire la manière de faire. Et allons-y, quoi. Voilà, allez-y. N'attendez pas des consignes qui viendront peut-être jamais, ou alors qui vont vous enfermer dans des choses qui vous plairont moins. Merci. Merci Jean-Luc. Justement, Monsieur Aguilera, tout à l'heure, vous mentionnez le cas, la situation des communautés de communes qui peut-être n'ont pas l'ingénierie, n'ont pas les services pour répondre à cette exigence-là qui est proposée. Véronique Pouzadou devait être avec nous, justement, présidente d'une communauté de communes, mais nous avons un très grand nombre de participants, 120 participants. Peut-être que parmi nous, nous avons des élus d'une communauté de communes qui pourraient aussi nous apporter votre regard sur de quelle manière est-ce qu'une communauté de communes peut s'organiser et peut répondre à cette nouvelle initiative de contrat de relance et de transition écologique. Mais je vois que Madame Cotta, Mathilde Cotta, vous demandez la parole. Je vous la donne, ainsi que Geneviève Moronas. Madame Cotta, Madame Moronas, je vous donne la parole. Il vous suffit maintenant d'activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Oui, je suis première vice-présidente Défi Climat à la communauté de communes du Olfi-Bourdeaux, donc sur une petite communauté de communes. On est moins de 10 000 habitants sur la communauté de communes sur 21 communes. Et donc, on a effectivement, ce que vous venez de dire, des difficultés à mettre en place. Bien sûr, nous avons la DGS qui va s'occuper de rassembler tous les projets des différentes communes qui composent notre territoire. Mais c'est quand même un lourd travail et c'est un travail à faire très rapidement. Donc, c'est compliqué pour nous de pouvoir répondre à une exigence. Et en même temps, on en voit bien tout l'intérêt, bien sûr. Mais le laps de temps est très limité. Et en plus, on est élu depuis pas si longtemps pour la plupart d'entre nous. Et c'est compliqué de tout regrouper, rassembler, faire du lien de façon très cohérente et pertinente. Voilà. Donc, du coup, la question serait, est-ce qu'on peut se tourner vers le département pour pouvoir être aidé comment on peut faire pour être mieux accompagné sur cette demande d'État? Si je peux me permettre, Madame, est-ce que vous allez vous réunir à l'échelle est-ce que vous disposez d'un pays, d'un PETR? Non, on ne dispose pas ni d'un pays ni d'un PETR. On a à côté de nous l'agglo de Montélimar et Mathilde Cotta, donc du PNR des Baronnies. Voilà, pas du PNR, de la communauté de communes des Baronnies. Voilà un petit peu les différents territoires qu'on a à côté de nous, mais le temps étant compté, on essaye de faire au mieux, au plus vite. Frédéric Aguilera ou Patrice Verchères, est-ce que vous auriez non pas des conseils, mais peut-être des… Ouais, je pense que Patrice l'a évoqué tout à l'heure, et je pense que c'est intéressant. Il faut que l'échelon départemental, même s'il ne prend pas part à la contractualisation, mais dans les départements ruraux, je pense qu'il y a certainement une clé à jouer aussi un peu dans la répartition des rôles pour accompagner sur cet aspect ingénierie. Compter sur les services déconcentrés de l'État pour nous accompagner, ce n'est pas qu'ils ne le souhaitent pas ou qu'ils ne le voudront pas ou qu'ils n'auront pas l'énergie pour, c'est qu'on sait bien aussi les moyens qu'ont les services déconcentrés dans les départements pour accompagner territoire par territoire.
Donc là, j'allais dire, c'est des déclinaisons où il faut peut-être se rapprocher des départements pour leur dire, voilà, quel rôle vous allez jouer, vous, département, dans le dispositif, si ce n'est un rôle contractuel, au moins un rôle d'accompagnement pour les Comcom. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut s'entendre à l'échelle des départements. Beaucoup de départements ont des politiques d'aménagement du territoire très dynamiques, donc ça peut s'entendre de la part des départements. Et Patrice l'a très bien dit tout à l'heure sur le Rhône, a priori, avec cette notion de partage des missions entre les uns et les autres et de copropriété entre les uns et les autres du territoire. Donc, je pense que les départements peuvent avoir un rôle à jouer là-dessus. Mais ça, pour le coup, ce n'est pas prévu ni dans la circulaire, ni dans les documents officiels. Donc, c'est vraiment quelque chose à discuter territoire par territoire. Très bien, merci. Monsieur Vercher, vous vouliez? Moi, j'ai rien à rajouter, hein, Frédéric a tout dit. C'est vrai que si la communauté de communes n'est pas adossée à un pays qui pourrait assurer un peu de l'ingénierie, ça dépend où vous en êtes de ce côté-là, c'est vrai que les départements sont aussi cet échelon de proximité. Je ne veux pas dire que la région ne l'est pas, je suis conseiller régional, mais pour de l'ingénierie, les départements sont plus capés pour faire de l'ingénierie de proximité. Et je pense que c'est important de saisir le président de votre département pour voir comment le département pourrait mettre à disposition ses ingénieurs pour vous aider à construire, notamment pour les plus petites communautés de communes, parce que l'agglo de Montélimar, elle va avoir des possibilités de le faire, mais pour une petite communauté de communes de 10 000 habitants, c'est clair que vous ne pouvez pas vous adosser à côté d'une commune importante qui pourrait avoir un peu de monde. Donc, le mieux, ça me paraît être le département, s'il veut bien y participer. C'est plus une collaboration. Hein, voilà, ils ne vont pas signer, ils ne vont pas nous imposer quoi que ce soit, mais c'est une collaboration. Je pense qu'elle pourrait être utile. Merci. Fabienne Simion, vous demandez également la parole. Je vous la donne. Il vous suffit d'activer votre micro. Voilà, parce que vous m'entendez. Je suis donc, pour faire suite à Madame Morenas, je suis la présidente de la communauté de communes d'Ulfi-Bourdeaux. Et en effet, donc, le projet de territoire, il n'y en avait pas avant au sens strict du terme en tant que document projet de territoire. Et la question pour faire suite à ça, c'est il n'y avait pas, via la NCT, il n'y a pas des aides d'ingénierie possibles pour ce genre de rédaction ou je me suis trompée? Alors, si, tout à fait. Effectivement, vous pouvez vous rapprocher du délégué territorial de l'ANCT qui est votre préfet de département. En tout cas, parmi les services de l'État, parmi la préfecture de département, il y a normalement un référent ANCT. C'est votre porte d'entrée pour ensuite accéder à l'ensemble de l'offre de services dont dispose l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et là, c'est en fonction du dialogue que vous aurez avec le référent ANCT au sein de votre préfecture, c'est ensemble que sera décidé si vous pouvez mobiliser une aide en ingénierie, soit de la part des services de l'État déconcentrés, s'ils en ont la capacité, c'est ce que disait M. Aguilera, soit alors les services de l'État déconcentrés ont la possibilité de mobiliser les équipes de l'ANCT qui disposent désormais de ce qu'on appelle d'un marché d'ingénierie qu'ils peuvent mobiliser au fil de l'eau, au fil de la programmation des contrats de relance. Donc, la première étape pour vous, c'est d'en discuter avec le délégué territorial, qui est en fait soit le préfet, soit un référent au sein de ces services à l'échelle départementale. D'accord. J'allais dire même au niveau national, dans la conception d'origine, alors je ne sais pas si la NCT aura les moyens humains de suivre, ça c'est encore un autre débat, on verra à l'usage, mais il faut savoir que ces contrats, ou en tout cas les lois sur lesquelles s'appuient ces contrats, c'est aussi les lois qui ont abouti à la création de la NCT. Et clairement, dans la circulaire du Premier ministre mettant en place ce contrat, il est spécifié qu'il faut s'appuyer, qu'on peut s'appuyer sur la NCT. Donc au contraire, il faut les mobiliser. Après, là où je demande à voir, c'est effectivement la capacité de mobilisation d'ici le 30 juin à l'échelle nationale de la NCT partout. Donc, il faut peut-être dégainer assez vite, si je peux me permettre. Mais... C'était le doute que j'avais moi aussi, c'est la vitesse de réaction de ce genre de structure pour répondre jusqu'au 30 juin. Voilà, on est d'accord. Merci beaucoup. On est d'accord, oui. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou demandes simplement de prise de parole? Je regarde parmi les questions-réponses qui sont posées. Alors, on parle de la politique du grand âge. Ça, on y reviendra dans quelques minutes quand on abordera notre séquence plutôt sur les projets, les politiques publiques. Il y a la question d'un diagnostic de territoire. Ça, je pense qu'on peut vous le confirmer. Il n'est pas demandé, en tout cas, il n'est pas demandé au service de l'État de vous imposer de réaliser un nouveau diagnostic de territoire, sachant qu'il est fort probable que vous en avez déjà fait un si vous avez élaboré un plan local pour l'habitat, un plan local d'urbanisme, voilà, toute une série de schémas ou de contrats. En revanche, c'est peut-être l'occasion aussi pour les services de l'État qui ont aussi des données, parfois, et qui ont parfois qui ont la capacité d'utiliser des observatoires. Ça peut être aussi l'occasion pour les services de l'État de vous donner des nouvelles données ou en tout cas de nouveaux éléments qui vous permettraient peut-être d'enrichir votre projet de territoire. Donc ça va dans les deux sens. En revanche, il n'y a pas, on n'a pas à imposer l'élaboration d'un diagnostic de territoire tel qu'on les connaît habituellement. S'il n'y a pas d'autres remarques, pareil, Floriane, Nicolas, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez là sur cette… Ah, Monsieur Argou, je vous donne la parole. Vous pouvez activer votre micro. Monsieur Argou? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas monsieur Argou, c'est Madame L'Enfant. Je suis présidente de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, donc en bidépartemental Savoie-Isère. Donc, nous, le périmètre du CRTE sera bien le périmètre de la communauté de communes, piloté par le préfet de l'Isère, mais en cohérence avec le préfet de Savoie, puisqu'on est sur les deux départements. Et j'avais une question qui rejoint un petit peu celles qui ont pu être posées avant, enfin, du moins dans l'échelle de la communauté de communes. Donc, nous sommes 17 communes avec 17 000 habitants et nous n'avons pas l'ingénierie nécessaire pour élaborer le CRTE. Donc, nous avons bien une équipe technique qui travaille parfaitement sur tous les sujets, mais nous n'avons pas de marge de manœuvre pour écrire ce CRTE. Et nous avons donc sollicité deux agences, l'agence de l'urbanisme de Grenoble et l'agence Agathe de Savoie, pour nous accompagner à la fois dans la finalisation de notre projet de territoire et dans la rédaction de ce CRTE. Donc la prestation s'élève quand même à 73 000 €. Et j'aurais aimé savoir s'il était possible d'avoir, ou peut-être d'inscrire ça directement dans le CRTE, je ne sais pas, mais d'avoir une aide financière pour nous permettre de réaliser cette prestation-là payante en externalisée. Merci Madame la Présidente. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais proposer peut-être la même réponse qu'à l'élu précédente. C'est le meilleur moyen, c'est d'en discuter avec le référent ANCT au sein de votre département. Et c'est lui ou elle qui pourra vous indiquer si ce type de mission d'ingénierie est éligible au cofinancement porté par l'ANCT. Voilà, sachant qu'il y a aussi la Banque des territoires aussi vient en appui en ingénierie. L'ADEME aussi vient en appui en ingénierie. Mais ça, c'est ce que disait M. Verchard tout à l'heure, c'est selon les programmes nationaux portés par l'ANCT, par d'autres opérateurs. Donc, des acteurs de l'État ou des acteurs institutionnels qui cofinancent de l'ingénierie, il y en a plusieurs. Mais le plus simple, quand même, c'est d'en parler avec votre référent au sein des services de l'État de votre département. D'accord, je vous remercie. En fait, en passant par les agences comme ça, on a quand même une vision globale et qui s'inscrit parfaitement dans le projet de territoire. En passant par de l'ingénierie différenciée, type ADEME, etc., on est quand même très sectorisé. Et je trouve que cela ne facilite pas
cette vision justement globale et territoriale qu'il est nécessaire d'avoir pour ce CRTE. Oui, vous avez tout à fait raison. Nicolas? Merci pour votre réponse. Mais je vous en prie. Merci, madame. Tu souhaitais peut-être réagir? Nicolas, tu peux activer ton micro si tu le souhaites. Oui. Et ensuite, il y a Christian Delbach aussi. Non, à ce stade de la discussion sur les ingénieries, en effet, c'est une question absolument cruciale. Il faut que maintenant on précise les besoins en ingénierie. Parce que la NCT, en effet, a été construite sur ce principe, moi, je dirais fondamental, d'apporter des moyens d'ingénierie, entre autres au territoire. Parfois, nous avons des divergences de ce qu'on appelle ingénierie. Nous distinguons, notre conseil d'administration l'a rappelé, nos élus l'ont rappelé à la ministre, au Premier ministre lors des échanges de décembre avec lui, sur ce qui est justement les ingénieries propres à un portage d'un projet de territoire, c'est un chef de projet, une sorte d'ensemblier des différents programmes, et puis des ingénieries plus opérationnelles, plus techniques, qui vont être nécessaires pour des réalisations diverses, soit ou des programmes thématiques. Et parfois, il y a un peu une confusion, c'est-à-dire qu'on nous propose comme solution d'ingénierie des crédits d'études pour un projet bien précis. Donc, il y a en effet une discussion qui s'engage sur les soutiens possibles au financement de chefs de projet, et ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Patrice Vercher et Frédéric Aguilera. Il ne faudrait pas qu'en obtenant le soutien d'un chef de projet, ça annule les soutiens que vous avez pu obtenir sous tel ou tel programme dans vos territoires. Ça doit s'additionner et pas se substituer. Et là, il y a une petite divergence, en effet, dans les discussions que nous avons avec nos interlocuteurs des services de l'État au niveau national sur l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul chef de projet financé par territoire, au risque que le nouveau chef de projet emporte les financements de ceux qui existent, qui sur territoire d'industrie, qui sur cœur de ville ou petite ville de demain. En fait, il faut quand même certainement dédier un peu de moyens d'ingénierie, mais permanente, à ce portage du contrat. Et il faut rappeler que ce contrat va dépasser le plan de relance lui-même. Il doit s'inscrire dans la durée. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à lever les inquiétudes de certains, de penser que d'ici le mois de juin, tout doit être prêt, écrit jusqu'à la dernière ligne. La circulaire dit bien que ces contrats vont être évolutifs, se préciser, s'enrichir dans le temps, vont intégrer dans une dynamique d'ensemble les coûts partis, en quelque sorte, tous les programmes déjà engagés, reprendre les éléments de contrat de ruralité des uns, d'essayer en effet d'avoir une vision un peu complète, et c'est ça, cette notion de contrat intégrateur. Et c'est là, il faut pour l'ensemble de ces sujets, que ce soit le projet de territoire lui-même, l'ensemble du contrat et ensuite les différents programmes qui en découlent, arriver à avoir précisé les besoins en ingénierie des différents territoires. Il y a une prise de conscience de l'importance de l'ingénierie. Maintenant, il faudra voir si les financements suivent. Et ça, c'est en discussion avec le gouvernement et avec la NCT, qui s'est enrichi récemment d'un coordinateur, un préfet, qui va s'occuper en lien avec nous de la coordination de ce dispositif. Et bien sûr, on est encore dans une phase de co-construction. Je pense qu'il ne faut pas trop redouter cette date butoir du 30 juin, dont beaucoup d'entre vous ont parlé. On voit bien que déjà pour les périmètres, ça devait être le 15 janvier. On voit bien déjà qu'il y a, et ça a été demandé par nos élus au Premier ministre, on voit bien qu'il y a des négociations qui se poursuivent. Il faut un peu de pragmatisme. Les régions ont elles-mêmes demandé, puisqu'il y a une hypothèse forte qui est votée, sauf avis contraire des autorités de santé, mais d'élections fin juin. Donc, les régions de France ont demandé à avoir un peu plus de temps pour associer au contrat. Donc, je pense qu'on a un peu de temps pour préparer les contrats eux-mêmes. En revanche, il faut, sans trop tarder, c'est certain, s'engager quand même dans une dynamique de projet de territoire. Ce projet de territoire pouvant, sur tel ou tel volet, s'enrichir sur la durée du contrat. En revanche, il est très important dans les réunions comme celle-ci, c'est qu'on recense bien l'état des lieux, l'état des forces, des besoins en termes d'ingénierie, en spécifiant en effet les types d'ingénierie. Il est certain que dans les départements, il y a des concours possibles sur beaucoup de sujets. Sur des sujets émergents assez techniques, se mobilise aussi le CEREMA, au sein duquel vous êtes représenté d'ailleurs par Frédéric Aguilera, que je salue. Donc il y a aussi des concours, vous avez évoqué les agences d'urbanisme. Il y a des agences techniques départementales, il y a des agences de développement ou anciens comités d'expansion.
Dans les domaines aussi spécifiques du tourisme, il y a d'autres concours possibles, les CDT ou au niveau régional des CRT. Donc, il faudrait qu'on arrive à collectivement, certainement, faire un état des lieux dans les prochaines semaines, des ingénieries prêtes à concourir avec les grands réseaux professionnels pour apporter des éclairages, des idées. Mais après, nous pensons quand même qu'il faudra, à demeure, dans chaque territoire, dans chaque contrat, un dispositif d'ingénierie bien établi. Un mode de travail avec les services de l'État et tous les partenaires, régions, départements, s'ils souhaitent s'associer à la dynamique du contrat. Et peut-être ça pourrait faire partie d'une sorte comme on l'a fait sur territoire d'industrie, une sorte de protocole d'engagement. Avant le contrat lui-même, il faut certainement s'entendre sur une méthode pour aller jusqu'au contrat, pour faire un état des lieux, voir ce qui existe, voir ce qui est déjà engagé dans le territoire et surtout aussi veiller, et ça vous en parlerez certainement, veiller à ce que tous les financements ne soient pas déjà alloués, qu'il n'y ait pas une sorte de prime au premier arrivé, premier servi. Ça, c'est ce qui inquiète aussi, c'est de s'assurer quand même que l'allocation des moyens tienne compte de la montée en puissance progressive du dispositif et qu'il n'y ait pas, comment je dirais, une ruée sur les financements qui fasse que ceux qui prennent un peu le temps, quand ils arriveront au moment du contrat, n'auront pas grand-chose à négocier. Voilà un peu les propositions qu'on peut vous faire, les analyses à ce stade. Merci Nicolas. Il y a 2 demandes de prise de parole parmi les participants. Christian Delbar, je vous donne la parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, vous m'entendez? Nous vous entendons. Bonjour. En fait, je suis nouvel élu dans une toute petite commune, de la communauté de Dieulefit-Bourdeau d'ailleurs. Et je m'interroge un petit peu à ma présence actuellement à ce webinaire parce que je crois comprendre, alors c'est pas évident quand on est nouvel élu de bien se repérer dans tous ces dispositifs, mais je crois comprendre qu'en fait, l'échelle de ces dispositifs dont on est en train de parler n'est pas l'échelle communale, mais plutôt une échelle intercommunale au minimum, si je ne me trompe pas. Non, typiquement, nous avons un projet de réhabilitation de locaux en locaux professionnels parce qu'on aimerait fixer de l'activité économique. Est-ce que, quelque part, on peut nous s'inscrire ou pas dans ce type de démarche, quoi, en tant que commune? L'échelon intercommunal, c'est l'échelon de signature de ce contrat, mais n'empêche que dans ce contrat, s'il est en cohérence avec l'ensemble des objectifs du contrat, ça peut être des projets communaux de retenue. Hein. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que ça soit en cohérence avec le projet de territoire et avec les objectifs du contrat, mais il peut y avoir des projets à l'intérieur portés par les communes. Je me permets également de rajouter, Jean-Luc Rigaud, là. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a les contrats ambition région. Alors pour les nouveaux élus, je pense qu'ils vont s'approprier ça. C'est un contrat entre la région et le territoire intercommunal qui est là aussi signataire, mais les projets communaux peuvent s'y inscrire, mais indirectement portés par l'intercommunalité. Je crois qu'il faut garder le même état d'esprit. Et le contrat de transition dont nous parlons, je pense sur Auvergne-Rhône-Alpes, je parle spécifiquement dans la mesure où il y a eu un premier cadrage signé entre le Premier ministre et le préfet, et pas le préfet, et le président de la région. Je pense que doit pouvoir, à minimum, puisqu'on veut parler, il faut qu'on crée un langage commun, je fais une parenthèse, il faut qu'on apprenne à dialoguer, à parler la même langue. Le contrat ambition région, il existe. Les contrats de plan État-région, ils existent. Ça, c'est des choses que chacun s'approprie. Prenons ces deux matrices, une portée par l'État, l'autre par la région, et faisons-en l'ossature de nos premiers modes de relations contractuelles entre les uns et les autres, ça, ils comprennent. Donc, très vite, après, vous incrémenterez autour de ça tout ce qui correspond à votre projet de territoire, etc. etc. Mais déjà, si on veut aller vite, je pense qu'il faut aussi travailler avec des prémices d'outils qui existent déjà. Moi, je voudrais rajouter, Patrice Verchères, Jean-Luc Rigaud a tout à fait raison, je suis conseiller régional et c'est vrai que les contrats ambition région, les premiers qui ont été négociés, les seconds là, qui sont en cours d'élaboration, qui verront le jour officiellement après les élections régionales, permet justement aussi de construire le CRTE à l'échelle interco. Moi, à titre personnel, j'ai rencontré déjà tous les maires pour leur demander quels étaient leurs projets pour le compte
de la région, parce qu'on peut l'éco-financer demain, mais aussi pour le compte de mon interco, afin ne serait-ce déjà que de préparer le plan d'investissement du mandat, pour connaître chaque projet dans chaque commune, ce qui va nous permettre, dans le cadre de notre projet de territoire, déjà d'agglomérer l'ensemble des projets. Et comme disait Frédéric, à partir du moment qu'il y a des projets sur certaines communes qui répondront au plan de relance de transition énergétique, eh bien on le mettra avec les projets également de l'interco. Donc, je pense qu'il est important que les présidents ou les vice-présidents fassent un tour de l'ensemble de leur maire, justement pour recueillir tous les projets à venir de cette année, de 2 ans, de 3 ans. Donc, ça nécessite aussi pour les maires d'avoir un peu aussi de donner les projets, des perspectives de projets sur les 3-4 années à venir. Je crois que c'est un travail qu'il va falloir faire parce que l'interco devra aussi mettre dans le contrat les projets des communes, parce qu'on rappelait tout à l'heure que la DETR et la DSIL va aussi à l'intérieur, enfin tout est compris dedans. Donc toute demande de DETR et de DSIL que les communes avaient l'habitude de faire individuellement, s'ils ne sont pas référencés à l'échelle du CRTE, vous risquez de ne pas être prioritaire. Enfin, si j'ai bien compris le système. J'espère que nous avons répondu à votre interrogation. Je vois qu'une nouvelle demande de prise de parole de la part de Roland Lombard. Monsieur Lombard, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, bon, vous m'entendez, oui. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc moi je suis vice-président de la communauté de communes, donc Remilly-Terre-de-Savoie, comme vous avez eu le plaisir de me citer tout à l'heure, et j'ai eu le plaisir de l'entendre. Donc voilà, moi c'était plutôt un témoignage que je voulais donner, mais surtout donner une philosophie. C'est vrai que on était, donc moi je suis un ancien élu, j'ai quelques mandats derrière moi, et les contrats, on en a vu arriver des vagues et des vagues, et on n'arrivait pas toujours à trouver la cohérence, et puis surtout un suivi logique, et puis je dirais globalisé des démarches, et on s'y perdait un petit peu. Donc c'est pour ça qu'au niveau de notre communauté de communes, on a donc saisi la balle au bon, quels que soient donc les moyens à mettre en œuvre, et on s'est donné les moyens justement pour trouver l'ingénierie nécessaire. On a fait une consultation, là donc on va ouvrir les offres très rapidement pour se donner les moyens pour mener à bien ce plan qui nous semble majeur en termes de développement local. Et je dis bien, c'est nous l'intérêt qu'on y a vu, tel que je l'ai compris, c'est de dire que voilà, on a maintenant une enveloppe globale qui nous permet d'avancer de manière cohérente sur un chemin de développement des territoires. Et ça, pour nous, ça nous semblait majeur parce qu'autrement, on y perd beaucoup en efficacité et en cohérence. Et il y a vraiment besoin que les choses soient mises en ligne et mises sur la même trajectoire pour que ce soit efficient et qu'il y ait le meilleur résultat possible et que les sommes importantes, comme elles ont été citées sur la première dia, soient donc utilisées au mieux des intérêts des territoires. Là-dessus, c'est vrai que c'est majeur. Et après, moi, je pense aussi qu'après, il y a une espèce de coordination au niveau départemental pour que on fasse des projets des fois cohérents entre les voisins, les grands voisins, les grandes interco-voisines. Ça aussi, c'est majeur parce que ces grands projets, on aura de plus en plus de mal à les financer et il faut vraiment qu'on soit à l'affût de toutes les opportunités, notamment financières, pour y faire face. Et je terminerai par dire qu'au niveau de l'ingénierie, naturellement, si on peut bénéficier d'aide aussi pour financer cette ingénierie qui va certainement nous coûter un peu d'argent, elle sera la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre témoignage. Une autre demande parmi les participants, Monsieur Gilles Calais et ensuite Nicolas. Monsieur Calais, vous pouvez activer… Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend. Oui, bonjour. Donc, je suis un nouvel élu. Je suis premier adjoint à la mairie de Seyssel Haute-Savoie. Et ce qui me chagrine un peu dans ces projets, alors je vais vous donner mon expérience toute nouvelle, ce que j'ai ressenti, moi qui viens de l'industrie, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'annonces, mais qu'il y a une léthargie administrative et complexe qui fait qu'on n'avance pas. Je m'explique. Je vais prendre des exemples. On a eu le bonus relance région 2020 où on nous a dit faut vous dépêcher, il reste des subventions à prendre. Faites des dossiers si vous êtes prêt à démarrer. On a fait des dossiers, on est prêt à démarrer, on n'a aucune réponse. Rien.
c'est des dossiers qui dorment, alors qu'on pourrait faire ces opérations, travaux d'investissement, relance économique, etc. Mais c'est toujours dans des sphères administratives complexes et qui n'avancent pas. Au niveau de la sous-préfecture, de la préfecture, on a eu un rapport avec le préfet et le sous-préfet. On a un gros projet de 5 millions d'euros qu'on veut mettre en place, qui pourrait rentrer dans certaines choses. Alors oui, ben vous avez le droit à une partie de la DETR, vous avez le droit à la DISL, mais vous faites des dossiers, on verra. Et c'est tout comme ça, quoi. Je veux dire, on dépose des dossiers, on demande d'aide, que ce soit au niveau de l'État, de la région, du département. Heureusement, au niveau du département, on a une réactivité qui est autre, mais on a l'impression, finalement, dans tous ces plans, d'être abandonnés, quoi. On nous fait des grands discours, et puis derrière, c'est un peu démerdez-vous, quoi. Je m'excuse du terme, mais c'est un peu ça, quoi. Il me semble, moi, qui porte ces projets, puisque j'ai les finances de la commune, m'occupe de la finance de la commune, et donc ces recherches de subventions, et ben, je me sens un peu fatigué de faire des dossiers, de relancer sans arrêt où on en est, est-ce que ça avance, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Enfin, il faut toujours quelque chose d'autre, quoi. On change de service sans arrêt. Et ça, je pense que dans ces projets, il faut mettre de la simplicité, quoi, quelque part, et arrêter de complexité. La complexité de ces opérations font que les gens n'y vont plus au bout d'un moment. Voilà. Enfin, c'était une aparté. Merci de votre témoignage. Monsieur Aguilera. Je pense que vous avez raison, c'est extrêmement difficile de se repérer dans tout cela. C'est aussi, paradoxalement, c'était aussi la logique de ce contrat global. La volonté, c'était justement d'avoir une approche globale pour éviter, au fil de l'eau, de vous solliciter et de solliciter qui par l'État, qui par les régions, les départements, de solliciter un peu au fil de l'eau par rapport à vos stratégies, mais d'avoir une vision d'ensemble sur vos priorités, ce qui devrait, si tout se passe bien dans la philosophie de ces contrats, après vous ouvrir plus facilement les portes pour demander les financements sur tel ou tel sujet à partir du moment où ils sont dans votre contrat global. C'est en théorie, je dis bien en théorie, hein, c'est l'avenir qui jugera, mais justement pour éviter que tout ça soit un peu au fil de l'eau et que vous soyez un peu, vous ayez le sentiment que vous évoquiez maintenant. Alors, un petit conseil, si je peux me permettre au niveau de la région, je vous conseille de solliciter votre conseiller régional qui est votre référent CAR sur votre communauté de communes ou communauté d'agglomération. Je ne sais pas dans quelle commune se trouve, dans quel comité de communes se trouve votre commune, mais je pense que c'est important de le voir. Alors, c'est vrai que les dossiers ont tous été récupérés pour beaucoup en mois de décembre-janvier, et la prochaine commission permanente de la région, il y a plusieurs centaines de dossiers qui vont passer, mais regardez bien avec votre conseiller régional référent lié à votre communauté de communes ou votre communauté d'agglomération pour savoir quel déjà dossier a été retenu, parce que souvent on en demandait 2 ou 3. Donc il y a eu une sélection qui a été faite par la région, parce que je vous rappelle que la somme correspondait à 15 000 euros par commune. Et il y avait une somme globale sur l'Interco, qui est 15 000 euros multiplié par le nombre de communes qui avaient Interco. Et après, c'est le conseiller régional référent qui fait un peu un choix entre les différents projets et les montants de ces projets-là. Mais sollicitez-le, au même titre qu'un conseiller départemental, il faut, voilà, le conseiller régional est aussi là pour accompagner vos dossiers. Alors, c'est vrai qu'à la région, il faut reconnaître que les équipes ont aussi été beaucoup mobilisées au mois de décembre pour faire la campagne de test. Et c'est vrai qu'on a peut-être pris légèrement de retard, mais sollicitez-les pour savoir, parce que normalement, la prochaine commission permanente, qui est, je crois, dans 3 semaines, il y a plusieurs centaines de dossiers qui vont passer sur toute la région. Voilà ce que je peux vous conseiller en ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Nicolas, tu voulais réagir également? C'est sur les informations qu'on n'a pas évoquées. Il y a quand même une offre nouvelle qui va venir sur les ingénieries, notamment pour les petites communautés, celle de la Banque des territoires. Donc j'invite aux communautés de communes concernées qui ont justement des problèmes aussi d'avoir en tête des possibilités de financement de la Banque des territoires sur ces questions d'ingénierie. Sur la question de maîtrise d'ouvrage, des opérations,
Ce qui a été très bien dit par Frédéric Aguilera, c'est qu'il est bien prévu dans la circulaire, et heureusement, nous-mêmes, nous étions demandeurs de cela, c'est que l'échelle de signature du contrat, que ce soit une intercommunalité ou plusieurs, ne préjuge pas du porteur du projet. Ça peut être des acteurs privés, ça peut être des communes, ça peut être l'intercommunalité elle-même. Il y a une échelle, en effet, de cohérence pour le projet de territoire, mais ensuite, ce projet de territoire a vocation à être mis en œuvre par l'ensemble des acteurs. Il y a des programmes importants, par exemple, d'efficacité énergétique des bâtiments publics. Les entités qui possèdent le plus de bâtiments publics en France, ce sont les communes. Donc, en effet, il faudra regarder si les projets individuels des communes ou des porteurs de projets s'inscrivent dans les priorités stratégiques du projet de territoire. Après, sur la complexité administrative du dernier intervenant, nous savons que nous avons atteint certainement des niveaux records, mais pour rester positif, le CRTE a une ambition simplificatrice, donner de la visibilité, permettre d'un travail rapproché. Et c'est ça, c'est un challenge. On n'est pas sûr encore complètement de le relever, mais il faut y espérer et y croire, parce que sinon, c'était quoi? Sinon, le plan de relance, c'était une centaine d'appels à projets nationaux. Donc, ce que nous avions surtout voulu, c'était éviter ça. Avoir une espèce d'avalanche simultanée d'appels à projets nationaux, au mieux régionaux, et ce n'est pas encore exclu, parce qu'il y a déjà un certain nombre d'annoncés dans le domaine industriel, dans le domaine de l'ADEME, etc. Donc, c'est des appels à projets qui nécessitent souvent beaucoup d'ingénierie de dossiers, avec des échéances à respecter, des examens compliqués, difficulté de faire des allers-retours avec les financeurs. Et justement, ce contrat global, c'est au contraire essayer d'inverser, partir des projets de terrain, de voir ensuite les financeurs, ce à quoi ils peuvent répondre, mais pas d'avoir des projets de territoire qui s'adaptent uniquement à des annonces, des orientations nationales avec des appels à projets. Donc le but, c'est de revenir à une méthode plus contractuelle, plus co-construite. C'est l'ambition, mais c'est certain que c'est un peu aussi une rééducation des logiques administratives des dernières années qui s'étaient vraiment traduites par une multiplication soit de contrats très courts, souvenez-vous des contrats de ruralité, sans perspective pluriannuelle, ou alors ces appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt qui se sont quand même multipliés, empilés, et déjà dans le plan de relance, un certain nombre sont annoncés. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et pour répondre à une des questions qui est posée là dans le chat par M. Corget, on a effectivement cité tout à l'heure la signature entre le président de région et le préfet de région. Il s'agit bien de l'accord régional de relance, puisqu'il était proposé à chaque président de région et présidente de région de signer avec l'État un accord régional de relance avant de signer dans quelques mois le contrat de plan État-région. Donc c'était, je crois, ça dont on parlait bien de l'accord régional de relance qui a été signé dernièrement par le président de région. On a beaucoup parlé de méthode, on est beaucoup revenu sur les principes, la philosophie du contrat de relance et de transition écologique. Là, dans les dernières minutes qui nous restent avant la fin de notre rencontre, on pourrait également là revenir sur les ambitions du contrat, ou en tout cas les projets que vous envisagez d'inscrire au sein de ces contrats de relance et de transition écologique. On sait que le plan de relance est plutôt subdivisé en trois grandes parties: le développement économique, la transition écologique, la cohésion. Frédéric Aguilera, Patrice Verchères, est-ce que vous avez d'ores et déjà identifié des projets que vous souhaiteriez faire porter au sein de et inscrire au sein de ce contrat de relance et de transition écologique dans un premier temps, et puis après aussi sur toutes les politiques publiques que vous souhaitez porter tout au long de votre mandat et qui pourraient aussi être inscrits au sein du contrat de relance? Alors, pas d'ordre, hein, c'est Monsieur Verchères. Allez, je me lance. Bon, alors, je suis sur un territoire qui a déjà un projet de territoire. Donc, j'ai eu la chance d'être élu avec déjà un projet de territoire qui a été écrit et finalisé en 2017. On va donc le modifier un peu à l'aune de ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, la crise sanitaire, demain peut-être la crise économique, mais on a quand même déjà un certain nombre d'éléments qui me permettent justement d'être plutôt en avance par rapport à d'autres collègues. Ça, c'est une chance sur ce territoire. C'est un territoire qui bénéficie de beaucoup de contrats avec l'État, donc on va poursuivre. On a 3 communes qui ont été sélectionnées dans Petite Ville de demain. On a une commune sur Cœur-de-Ville. On a un OPH. On a également des opérations de revitalisation du territoire. On a un contrat de ruralité. Donc, on a déjà beaucoup de projets qui sont en cours. Et dans le cadre du plan de relance,
on avait un certain nombre de projets sur lesquels on avait depuis juin, on travaille dessus, que ce soit la rénovation de notre abattoir, parce qu'on a un abattoir intercommunal, hein, et qui est l'un des seuls abattoirs quasiment du département du Rhône sur ce territoire, avec la proximité de Lyon. Donc, on rentre dans le plan de relance, parce qu'il y a un plan de relance sur la rénovation des abattoirs. On a également un écomusée, où il y a un programme de plus de 6 millions d'euros d'investissement sur notre musée, où là aussi, on a déposé des dossiers, et comme il y a la rénovation énergétique, on sait déjà qu'on va pouvoir prétendre un certain nombre de bénéficier d'un certain nombre d'argent. On a la rénovation d'une piscine tournesol, ces piscines tournesol également qui nécessitent d'être rénovées en termes énergétiques. On a une unité de méthanisation également qu'on prévoit, donc là aussi il y a des aides. Construction de stations d'épuration, rénovation d'une partie de notre assainissement, parce que là aussi, il y a beaucoup de fonds. Donc, c'est le moment d'engager tout ça. Mais c'est vrai que, pour le coup, j'ai la chance aussi de bénéficier de l'ingénierie au niveau local, au niveau de mon agglo. Donc, c'est vrai que ça facilite la construction de ces projets. Mais d'ores et déjà, sur les 2 ans ou 3 ans à venir, on a déjà un certain nombre de projets qu'on est presque prêt à déposer. Et je me rends compte, parce qu'on était des bons élèves, qu'on déposait toujours des dossiers qui étaient finalisés. Et on se rend compte que l'État, qui doit, je pense, les préfectures, doivent démontrer qu'il y a des projets qui arrivent. Ils acceptent même aujourd'hui des projets qui ne sont pas complètement bouclés. Donc, j'incite mes collègues à déposer, à prendre rang, entre guillemets. Je ne devrais pas le dire parce que ça va me mettre en concurrence, mais je pense qu'il faut prendre rang d'ores et déjà quand il y a un minimum quand même d'éléments, hein, un avant-projet sommaire, mais il ne faut pas toujours attendre ce que l'État attendait de nous, de projets complètement finalisés. Mais voilà, il y a un certain nombre de projets qui ont été travaillés. Par exemple, pour Petite Ville de demain, les 3 communes, avec l'ingénierie de l'accord, on a déposé un certain nombre de projets. Donc, on est déjà prêt. Et puis, sur l'habitat, là aussi, il y a très longtemps que ma communauté d'agglomération travaille sur des OPH, sur tout ce qui est rénovation énergétique de nos bâtiments privés et publics. Et là, pour le coup, on est plutôt en avance également. Donc, on a beaucoup de projets qui vont pouvoir sortir sur le territoire de l'accord, parce que le travail a aussi été fait préalablement. Et voilà, on a assez boosté depuis 6 mois tout ce travail-là, parce qu'on sentait qu'elle allait arriver ce plan de relance, comme à chaque fois, parce que moi qui suis aussi un ancien élu, en 2008, quand il y avait eu la crise économique, il y avait aussi eu un plan de relance, et on se rend bien compte que les collectivités, il faut qu'on ait toujours un peu en avance un certain nombre de projets, parce que quand ça arrive, il faut être prêt. Merci, M. Vercher. M. Aguilera. Je ne vais pas reprendre les thématiques évoquées par Patrice. Alors nous, on est un peu moins en avance dans le sens où on sort d'un projet territoire et on est en cours de réécriture de notre nouveau projet de territoire. Donc les deux phases du coup sont un peu concomitantes. Donc là aussi, on pourrait avoir plusieurs méthodes. C'est d'attendre de bien finaliser notre projet de territoire pour signer ce contrat. On va avoir une méthode un peu différente, c'est-à-dire qu'on va construire le contrat en même temps qu'on va finaliser notre projet de territoire, parce que voilà, on est à peu près clair sur les grands axes sur notre territoire, avec, sans reprendre toutes les thématiques de Patrice, mais j'en citerai une. Nous, évidemment, on est sur un territoire d'industrie, donc on reprendra les axes de territoire d'industrie, évidemment. Et puis, il y a un projet que l'on porte à l'échelle de toutes nos communes de l'Interco. C'est un projet de redynamisation de nos centres-bourgs, où tous nos centres-bourgs sont en cours d'études, entre guillemets, avec des cabinets d'études qui travaillent avec chacun des élus communaux. Et là, l'idée, puisque c'est des contrats qui reprennent logement, services publics en milieu rural, mobilité, etc., et à l'échelle de chacune des communes. Et l'idée, c'est d'avoir un peu un package d'ensemble repris dans ce contrat, dans ce fameux contrat que l'on évoque depuis ce matin, pour s'assurer que demain, quand ces contrats vont être finalisés et que ces politiques de redynamisation de centre-bourg seront définitivement actées, les crédits que l'on sollicitera auprès de l'État seront bien prioritairement fléchés vers ces actions-là. Donc même si évidemment dans ce contrat, on ne sera pas dans le détail action par action, mais déjà d'une certaine manière, on souhaite cranter cette politique-là pour s'assurer demain du fléchage des crédits d'État sur cette politique-là de dynamisation de nos centres-bourgs. Merci. Alors, M. Chacornac a demandé la parole, mais juste avant de vous la donner, M. Chacornac, je partage avec vous une question qui est posée par Henri Carelli dans le chat sur
les niveaux les différentes échelles. Le CRTE est à l'échelle de l'intercommunalité, mais qu'en est-il si d'autres projets sont portés, notamment à l'échelle du bassin de vie, les politiques de transport, les politiques de tourisme ou le développement économique, qui est là dans le cas qui est présenté par M. Carelli, porté à l'échelle du bassin de vie, c'est-à-dire 6 intercommunalités. Comment faire cette articulation entre un contrat de relance à l'échelle intercommunale et l'accompagnement d'autres projets qui, eux, sont nécessairement portés à d'autres échelles? Comment est-ce qu'on peut jouer? Est-ce que d'ailleurs vous, messieurs Verchères, Aguilera, est-ce que vous êtes confrontés au même sujet sur le territoire d'industrie, par exemple? Monsieur Aguilera, votre territoire d'industrie est à l'échelle de votre tableau? Non, il n'est pas à l'échelle de l'interco, il est à l'échelle de plusieurs intercos sur notre bassin et même à l'échelle à cheval sur 2 départements, ce qui ne simplifie pas obligatoirement la donne puisqu'on est à cheval sur l'Allier et sur le Puy-de-Dôme au niveau de notre territoire d'industrie. Mais voilà, on va articuler et essayer de décliner un certain nombre d'actions et s'assurer que dans les contrats de nos voisins membres du territoire d'industrie, il y ait les mêmes axes d'inscrits. Et puis, alors là, je prends 30 secondes de ma casquette départementale. C'est vrai que cette échelle des projets dépassant le territoire, c'est là où, dans la réflexion qu'il y a avec l'État et un peu dans le phénomène des poupées russes, il y a effectivement le contrat cadre signé par la région avec l'État qui représentera, alors je ne sais pas quel nom ça prendra exactement, mais les futurs CPER qui seront en fait, et les contrats dont on est en train de parler, c'est ni plus ni moins que, pas exactement, mais le volet territorial de ce que l'on appelait des anciens CPER. Donc, on sait bien que dans ce volet territorial, les départements ont commencé aussi à discuter avec l'État et les régions. Donc, il va y avoir les projets qui ne sont pas à l'échelle de l'interco, mais à l'échelle d'un bassin de vie, donc par définition à l'échelle d'une bonne partie du département, et qui là seront retenus très certainement dans les discussions entre le département et les services régionaux de l'État et du conseil régional pour les inscrire dans ces futurs contrats régionaux. Donc, c'est là où c'est un peu, je l'avoue, ça peut paraître un peu complexe, mais c'est vraiment aussi un phénomène de poupée russe qu'il faudra s'assurer surtout. C'est au moment où chacun aura un peu travaillé, parfois dans son coin, mais qui est bien un assemblier une fois de plus pour s'assurer qu'il n'y ait pas des projets qui seront passés à l'as. Mais très souvent, je pense que ce sera un peu, dans beaucoup de territoires, le rôle du département aussi de repasser un peu au peigne fin et de s'assurer que la cohérence sera bien en place sur les bassins de vie et sur l'échelon départemental, la région assurant après la cohérence globale à l'échelle régionale, mais ne peut pas descendre au niveau des bassins de vie. Merci. Monsieur Verchères, sur l'articulation entre l'interco et le bassin de vie. Eh bien, nous, on l'a réglé sur le département du Rhône, puisque nous travaillons, notre CRTE, en partenariat avec le département. Donc, ça va pouvoir nous aider justement à discuter tous ensemble avec le département et les intercos en ce qui concerne, par exemple, la politique touristique, l'économie, parce qu'il y a des choses qui se font, bien sûr, en partenariat. En ce qui concerne la politique des transports, alors nous, on a un département un peu spécifique parce qu'il va se créer à l'échelle de la métropole de Lyon avec les intercos du département, un nouvel établissement public local qui a été créé par la loi et qui va avoir le jour au 1er janvier 2022. Donc, on a déjà cette vision départementale et bien au-delà en ce qui concerne le département du Rhône. Mais la volonté du président du département avec un certain nombre de présidents d'interco et de conseillers départementaux, c'était de dire justement, il y aura à un moment donné dans le CRTE des discussions à avoir avec les uns et les autres. Hein, on a différents... on a le pays Beaujolais, on a le pays de l'ouest du département. Donc, tout ça fait qu'à l'échelle des SCOT, ça va permettre, on va se retrouver pour discuter également de politique qui peut être transversale, tout en étant chacun à son rythme, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui seront plus en avance, d'autres un peu plus en retard, d'autres qui ont moins de moyens également, mais on aura un lieu de discussion avec le département et les 12 intercos du département. Donc, on va pouvoir régler ce problème-là. Et à l'échelle de territoire d'industrie, parce que j'en suis le coprésident, nous aussi, un peu comme chez Frédéric, on est à cheval entre le nord, l'arrondissement de Villefranche, et l'arrondissement de Roanne. Donc, on est Loire-Rhône. Donc, là aussi, il va falloir trouver une articulation qui n'est pas toujours aussi simple qu'on pense. Merci. Gaston Chacornac, monsieur, je vous permets d'intervenir et de témoigner. Vous pouvez activer votre micro.
Monsieur Chacornac, est-ce que vous réussissez à activer votre Allô? micro? Oui, c'est bon. C'est bon. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Gaston Chacornac. Je suis le premier adjoint d'une commune de l'ouest de la Haute-Loire qui s'appelle Sogg. Elle fait partie d'un territoire plus vaste qui est la communauté de communes des Rives du Haut-Allier. Alors, sur ce territoire, d'abord, nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le Puy-Canque, et c'est où a sévi la bête du Gévaudan. Je vous conseille de venir voir, il y a pas mal de choses à voir. Bon, ceci étant, c'est le territoire. Alors, nous sommes sur la communauté de communes des Rives du Haut-Allier. Alors, Sogg, c'est 2000 habitants. La communauté de communes des Rives du Haut-Allier, c'est 18 000. Et nous avons été retenus dans le cadre du projet Petite Ville de demain avec deux autres petites villes de l'intercommunalité, Langeac et Polaguet. Voilà pour situer les choses. Alors, pour moi, donc, nous allons nous lancer dans l'opération. Nous avons besoin d'ingénierie. Mais nous avons un projet très immédiat. Nous avons depuis pas mal de temps une chaufferie bois qui utilise la biomasse et un réseau de chaleur pour alimenter divers bâtiments publics. Là, je suis extrêmement concret. Donc, ce que je voudrais savoir là, par rapport à ces choses-là, parce que nous avons besoin d'ingénierie pour lancer ce projet-là, puisque les bâtiments sont très mal isolés, en fait, ils datent de pas mal de temps. Alors, je voudrais savoir ce que vous nous conseillez, si quelqu'un peut me dire, ce qu'il nous conseille pour faire appel à de l'ingénierie par rapport à ça. Voilà, la question est très concrète. Est-ce qu'il y a besoin pour développement un peu long de départ? Mais je vous en prie, merci beaucoup. Nous ne sommes pas forcément très connus, et donc Merci. Peut-être que Floriane ou Nicolas, est-ce qu'on a des éléments de réponse sur ce type de projet? Floriane? Oui, alors effectivement, vous avez tout un fonds pour la rénovation énergétique des bâtiments, qu'ils soient privés ou publics, qui peut être activé dans ce cadre-là. Je viens de mettre sur le chat le lien pour un autre participant, sachant que l'enveloppe part assez vite. Donc, il y a aussi une question de temporalité à ce niveau-là, mais au niveau de l'ADEME, n'hésitez pas à les solliciter. Je peux vous le remettre dans le chat collectif si vous voulez pour que vous puissiez avoir les informations exactes. On est sur un fonds de 4 milliards au total pour les bâtiments publics, mais en fait, il y a la moitié qui est pour l'État et ensuite, c'est à répartir entre les lycées des régions. Ce sera une grosse enveloppe pour les collectivités territoriales et le reste, ce sera pour le bloc local. Voilà. Et je peux vous remettre le lien sans souci dans le chat. Donc, si je comprends bien, il faut se retourner vers l'ADEME. Exactement, ouais. Et bien, Cécile vient vous le mettre et vous verrez, vous aurez les… Donc, dans notre cas, c'est l'ADEME à Clermont. Exactement. Oui. D'accord. OK, merci. Je vous en prie. Moi, j'ai une petite question, peut-être que ça va avec et ça peut peut-être répondre. Je vois sur le département du Rhône, avec notre syndicat départemental d'électricité et les intercos, on est en train de discuter, enfin de répondre à un appel à projet Sequoia, qui est aussi un appel à projet national, où il y a des fonds également pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Alors, est-ce que ça peut se décliner sur d'autres départements? Est-ce qu'il y a d'autres départements, enfin des syndicats d'électricité de département qui se lancent aussi là-dessus? Parce que ça peut répondre aussi à de l'ingénierie au niveau départemental, au niveau des syndicats d'électricité qui ont souvent l'ingénierie aussi pour aider les intercos. Enfin, c'est une question, hein, mais nous, sur le Rhône, on va là-dessus et on a aussi on a la chance d'avoir aussi une association qui s'appelle Alt 69, qui regroupe un petit peu l'ensemble des associations qui existaient jusqu'à présent au niveau justement des études énergétiques. Donc, on a regroupé tout ça. Il y a des financements du département et des intercos et qui aident bien en ingénierie, justement. On les appelle et ils viennent faire une pré-étude déjà des bâtiments communaux. Donc, je ne sais pas si c'est décliné sur d'autres départements. En tout cas, voilà l'expérience sur le département du Rhône. Merci. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, je n'ai pas d'exemple précis, mais peut-être que M. Alighiera ou Rego auront des éléments à nous donner. En tout cas, à l'échelle nationale, oui, c'est des choses que l'on voit de plus en plus, mais effectivement, avec une logique départementale, et ça permet d'être plus réactif, en fait. Souvent, c'est ce qui est recherché. Vonique, par rapport à ce qu'a dit M. Verchères, dans l'Allier, on est dans la même démarche.
avec le syndicat départemental et les 3 communautés d'agglomération de Vichy, de Montluçon et de Moulins. Donc, c'est exactement la même démarche. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à la fois parmi nos intervenants et dans la salle sur les projets de politique publique que vous souhaitez voir inscrire à très court terme ou à plus long terme hein, à l'échelle de votre mandat dans le contrat de relance et de transition écologique? A priori, non. Je pense que nous avons répondu également à l'ensemble des questions posées par les participants. Oui. Eh bien, dans ce cas-là, je vous propose peut-être… Ah non, Madame Morenas. Madame Morenas, vous pouvez activer votre micro. Voilà, merci. Oui, j'avais encore une question à poser concernant l'AMI sur le SDIE au niveau régional. On n'a toujours pas de réponse et donc ça permettrait, si on avait une réponse assez rapidement, parce que ça devait être au 15 décembre, donc on est en attente de la réponse des lauréats de cet appel à projet, pour savoir justement si on peut ensuite mettre tout ça dans le contrat, dans le CTRE. Voilà, pour l'instant, on est un petit peu en attente de cette réponse pour pouvoir aller plus rapidement dans nos propositions, dans nos projets. Merci. Merci. Floriane, est-ce qu'on a une idée de… Alors, sur ce projet-là précis, je ne pourrais pas vous répondre pour le cas de votre territoire en particulier. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a souvent un embouteillage de plus en plus fréquent au niveau de l'instruction des dossiers. On l'a vu sur territoire d'industrie, mais on le voit sur d'autres sujets, et notamment côté ADEME. On a un goulot d'étranglement. Ils reçoivent en général beaucoup plus de dossiers qu'ils ne peuvent en instruire avec les ressources humaines dont ils disposent. Donc, on a des délais qui se rallongent. Et tout à l'heure, dans le chat, il y avait une question sur l'articulation justement entre les appels à projets et les CRTE. Comment faire pour faire en sorte que ça s'articule au mieux? Ce qui a l'air de se passer avec beaucoup de préfets, c'est qu'en général, les territoires informent le préfet qu'il y a une candidature qui a été faite sur un appel à projet et en général, le préfet prend en compte cet élément-là et si jamais il n'y a pas de financement via l'appel à projet, eh bien c'est la DSIL ou la DETR en fonction qui palliera. C'est une négociation à avoir au local, mais en tout cas, il faut mêler les deux en fait. Et les appels à projet n'iront bien évidemment pas dans le CRTE, on est sur des logiques différentes. Hein. La DCF s'est battue pour qu'il y ait un maximum de choses qui rentrent dans le CRTE et éviter au maximum les AMI ou les appels à projet. Mais les deux doivent être menés de front, je dirais. Voilà. Et on le voit par exemple sur l'industrie où on a des fonds on a énormément d'entreprises qui ont candidaté. L'État avait une enveloppe qui était importante, mais pas assez pour répondre à la totalité. Et en fait, c'est via d'autres contrats qu'on va réussir à donner des fonds à ces entreprises-là, contrats régionaux ou CRTE. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Oui, merci. Alors, deux autres questions que je vous livre. La première, c'est sur la démarche participative qui doit accompagner l'élaboration du contrat de relance et de transition écologique. Effectivement, c'est indiqué dans la circulaire et la question de Madame Foulon, c'est sur le degré de participation qui est attendu. Est-ce que l'avis du conseil de développement suffit? Est-ce que cet avis suffit pour bien marquer la dimension participative du contrat de relance? Frédéric Aguilera, Patrice Vercher, Monsieur Rigaud, est-ce que… Oui, Monsieur Aguilera. Dans la circulaire, ça semble être un des acteurs importants que le Conseil de développement, donc il n'y a pas d'élément plus précis que ça dans la circulaire, mais effectivement, le Conseil de développement est cité comme étant un outil pour solliciter la mobilisation des forces vives du territoire. Oui, la participation citoyenne, c'est vraiment aujourd'hui au cœur de toutes les politiques publiques et ça le sera de plus en plus. Donc, c'est trouver sur les territoires l'équation durée pour mise en place du CRTE
aboutissement du CRTE et embarquer avec cette démarche à la fois bien sûr les élus, mais au-delà le maximum d'habitants, de citoyens ou de représentants sur les territoires pour que ce soit porté et bien vécu. Au minimum, on peut le faire avec des représentants du monde associatif, que ce soit le monde associatif économique, social, etc., en fonction des sujets. Je crois que c'est à mettre en fonction de chaque territoire, du temps qu'il dispose et du degré d'avancement du projet de territoire. Bon, ça pose pas de problème. Ou quand on démarre une démarche, de dire, je pense que quand on démarre une démarche, moi, si je me retrouvais dans une communauté de communes où il y a juste élus, pas encore vraiment de mandat, c'est au moins dans la conférence des maires dégager les grands axes stratégiques du territoire pour donner une direction au territoire, et pas faire un projet de mandat complet, mais au moins un projet politique du mandat, le faire partager avec l'ensemble des élus de la communauté, et puis l'élargir avec bien sûr l'espace citoyen ou le conseil local de développement lorsqu'il en existe un, mais pour les plus petites pas toujours, mais au moins réunir des représentants du monde économique via soit le MEDEF, soit l'association, la CAPEF, etc., et leur faire partager ça, monde social et tout. Et finalement, en 2-3 mois, on peut ainsi, par ruissellement, associer un maximum d'agents. Et ensuite, après, de personnel, de personnes et de citoyens. Et ensuite, après, si on a plus de temps, bien sûr, quelques réunions publiques, quelques rencontres, comme quand on met en place un plan climat, air, énergie territoriale, on le fait partager, mais la période actuelle n'est pas tellement favorable aussi à la participation citoyenne, on le sait bien. Donc, à tout le moins, moi je redis ce que je disais au début, démarrer avec les moyens que vous avez, et puis Nicolas Portier le disait fort bien, appelez pas ça un contrat de transition tout de suite, dites que c'est la préfiguration, c'est un protocole d'accord que vous pourrez avoir avec l'État et la région qui sera affiné dès lors que les conditions sanitaires le permettront, ça sera la belle excuse, et puis dès lors que vous aurez pu avancer un peu plus largement avec les citoyens, mais il ne faut pas se freiner à cause de ça, vraiment pas. Hein. C'est mon avis personnel. Merci. Monsieur Vercher, sur la dimension participative du projet, du contrat. Alors moi, j'avoue que pour l'instant, on a en prévision de travailler avec le bureau qui rassemble l'ensemble des maires. Et ensuite, on est en cours d'élaboration du conseil de développement qui aujourd'hui doit être paritaire et on ne l'a encore pas complètement terminé. Et donc, on le soumettra au conseil de développement. Sur la participation citoyenne, le contexte fait que ça paraît difficile. Je ne suis pas un féru de la participation citoyenne, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de participation citoyenne à part le conseil de développement et les élus qui représentent les citoyens. Donc moi, je vais essentiellement travailler avec les maires et les membres de la communauté d'agglomération et le conseil de développement pour avis du projet. Très bien. Merci. Nicolas, on peut peut-être commencer à non pas tirer un bilan de nos échanges, mais peut-être les synthétiser et puis voir quelles sont les prochaines étapes, les prochains mois à venir. Sous le contrôle de Patrice et de Frédéric, je pense qu'il faut… D'abord, on a un conseil d'administration au niveau de la DCF jeudi. Nous devons préparer un accord de méthode, de partenariat avec le gouvernement. C'était une des conclusions de l'échange entre Sébastien Martin et le Premier ministre en décembre, notre président et le Premier ministre, pour justement repréciser un certain nombre de choses. D'abord, pragmatisme. La priorité, c'est la relance. La transition écologique aussi, ça elle prendra du temps, mais c'est de l'engager, mais c'est de la relance. Il y a des crédits à annoncer. Tout n'est pas du crédit d'investissement, parce que dans les 100 milliards, il y a aussi des allègements fiscaux, les impôts de production. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de moyens. Et ça a été dit tout à l'heure très justement, certains services de l'État ou agences de l'État s'interrogent sur la capacité d'instruire tous les dossiers. Vu les financements qui ont été parfois multipliés par 3 ou 4 par rapport aux années précédentes, certains s'inquiètent sur leur capacité à instruire, recrutent d'ailleurs des forces vives pour arriver à instruire aux différentes échelles, nationales, régionales, départementales, des moyens pour instruire les dossiers de financement. Sur le contrat lui-même, je pense qu'il faut qu'on l'aborde de manière assez pragmatique au vu de vos échanges. C'est d'essayer de ne pas en faire une sorte de tout ou rien, être complètement prêt pour 5 ans au mois de juin, ou que rien ne se passe avant,
Parce que ça, il y a un risque. La reprise, c'est maintenant. La commande publique s'est effondrée en 2019. 18%, notre baromètre Banque des territoires à DCF. On va bientôt communiquer officiellement les chiffres, mais en avant-première, 18% de chute, donc 2 fois la chute du PIB sur 2020, en raison d'abord du cycle électoral, comme on dit, qui a été prolongé cette année avec les élections municipales, intercommunales qui ont un peu gelé les projets durablement, mais aussi les inquiétudes sur les finances locales, et puis les autres acteurs publics ont eu un peu moins de chutes, mais ont eu aussi des tassements de leurs commandes publiques. Donc, il y a un jeu de reprise assez vite. Donc, il faut certainement du pragmatisme pour que dans les prochaines semaines, prochains mois, les dossiers prêts à démarrer puissent l'être. Nous avons rencontré les professionnels des travaux publics, du bâtiment. Voilà, ils n'ont pas trop mal résisté ces derniers mois, mais maintenant, c'est les carnets de commandes futurs qui commencent à poser question. Donc, il y a des sujets de relance. C'est là où on pourrait déjà avoir un certain nombre de priorités. Des mises à disposition de moyens d'ingénierie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, besoin de préciser les besoins très vite et voir l'existant. Du côté, c'est très variable selon les territoires, là où on a une agence d'urbanisme, là où on a une agence technique départementale très performante. Sur certains sujets techniques, c'est le syndicat départemental d'énergie qui peut concourir à faire un plan climat. Donc, il faut regarder ces besoins d'ingénierie au pluriel. Et puis, certainement essentiel, un vrai chef de projet au sein du territoire pour porter le projet de territoire et le contrat. Ça, on voit bien et on va plaider pour qu'il y ait des appuis des financeurs pour arriver à garantir que partout, il y a un chef de projet. Sur la participation, il y a tentation, en effet, de rajouter des conditionnalités au contrat. Autant nous portons les démarches de concertation. D'ailleurs, la DCF a fait un guide récemment qu'on vous recommande, etc. Mais attention à pas de rajouter de nouvelles procédures, de nouvelles obligations ou de dire le projet de territoire que vous avez fait, il n'y a pas eu assez de ceci ou de cela, il faut le refaire. Donc ça a été des échanges de nos élus avec le Premier ministre et il en convient complètement. On ne doit pas revenir sur des exigences procédurales qui retardent tout. En revanche, sur la durée du contrat, une fois qu'on rentre dans le contrat, on peut tout à fait se donner du temps dans la méthode pour enrichir le projet de territoire, pour l'approfondir, pour le remettre en discussion. Et puis des concertations, ce n'est pas forcément uniquement sur le grand projet de territoire, c'est aussi parfois sur des actions plus particulières, sur des actions plus spécifiques, sur le sujet de l'économie avec les entrepreneurs, bien sûr, sur les sujets de la cohésion sociale, avec les acteurs de la cohésion sociale, le monde associatif. Et après, sur les financeurs, voilà, nous travaillons surtout pour essayer de les voir, les grands financeurs de l'action publique, pour voir ceux qui pourraient s'associer, enrichir ces CRTE. Bien sûr, les régions, les départements qui ont la possibilité et des compétences aussi intéressantes pour les aspects cohésion sociale des projets de territoire, et des partenariats se font de plus en plus dans le domaine de la culture aussi. Nous sommes en train de faire une étude, donc les départements seront bienvenus pour aider la réussite, mais aussi financer un certain nombre d'actions dans leur propre domaine de compétences. Et puis ensuite, des partenaires comme les caisses de protection sociale, qui sont des gros financeurs d'actions territoriales. Il y avait un échange avec le directeur de la CNAF, entre nos élus et le directeur de la CNAF à travers leur nouvelle convention globale. La Banque des territoires, on en a parlé. Les grandes agences Action Logement, qui est un acteur, un financeur des politiques du logement, avec lequel nous venons de passer un accord cadre et ils seront bienvenus et on voit leur intervention sur les programmes Cœur de Ville. Donc, en effet, il faut arriver à co-construire ce nouvel outil, cette nouvelle ambition, avec encore des interrogations à lever. Et c'est pour ça que nos rencontres régionales sont très précieuses, pour à tout moment avoir un peu la température, les inquiétudes, les difficultés, les interrogations de nos adhérents, des intercommunautés, des élus, des services techniques. En revanche, je crois qu'il y a quand même, on l'avait vu lors de l'enquête auprès des présidents d'intercommunalité, une très forte adhésion de principe à l'esprit de ce contrat global, cette déconcentration, cette mise un peu, cet alignement des planètes avec les financeurs au niveau régional ou départemental pour qu'on ne soit pas obligé de faire 5 dossiers différents, mais qu'on ait une réponse dans des temps plus courts. On a bien entendu les remarques de certains intervenants ce matin. C'est bien l'ambition d'arriver à simplifier les circuits, d'autant plus que les financements apportés par le plan de relance sont inédits par rapport un peu à la disette des dernières années. Donc, il faut réussir cette territorialisation. On a encore quelques mois avant d'arriver au contrat proprement dit.
mais il faut vraiment bien préparer les territoires. Et en tout cas, nous serons vraiment à l'écoute de nos adhérents sur toutes les difficultés rencontrées. Nous essayons de donner de la lisibilité au financement disponible. Vous pouvez vous appuyer sur nous pour avoir, évidemment, de faire remonter des remarques à tel ou tel financeur des politiques publiques. Nous sommes à votre disposition pour essayer de réussir ce pari. Il y a un point positif dans les difficultés du jour, c'est que les contrats de plan, le plan de relance, les programmes européens se calent sur votre mandat. Vous êtes en début de mandat pour avoir une vision de mandat, un projet de territoire, et les grandes programmations arrivent à peu près au même moment. Ça n'a pas toujours été dans l'histoire une aussi grande conjonction, un aussi grand alignement des planètes. Donc voilà, il va y avoir évidemment les élections départementales et régionales, mais après, il y aura quand même, je dirais, une sorte d'harmonisation des agendas qui permettra certainement de bien avancer sur ces nouveaux contrats. Merci Nicolas. Monsieur Aguilera, Monsieur Vercher, Monsieur Rigaud, je vous laisse peut-être conclure, dire un dernier mot pour… Juste peut-être un mot, mais très rapide, parce que tout a été rappelé par Nicolas, mais je pense que c'est ce qu'on a décidé un peu au niveau local sur la délégation régionale ADCF, c'est ce qui a été évoqué par Nicolas, c'est important ces rencontres pour prendre le pouls, pour faire vraiment remonter à l'échelle nationale et du gouvernement par nos instances de la DCF vraiment les fonctionnements et les dysfonctionnements de l'application de ce qui parfois sont des dispositifs très intéressants, mais quand c'est mis en musique un peu sur les territoires, c'est des fois un peu complexe. Donc le but de ces rencontres qu'on va essayer d'échelonner assez régulièrement dans l'année, c'est vraiment de prendre le pouls des élus, donc c'est extrêmement important. En tout cas, merci à tous. Merci. Monsieur Vercher. Je crois que tout a été dit, mais on voit avec cette première réunion régionale l'intérêt de la DCF et d'apporter des informations, d'échanger aussi, parce que chacun a son expérience, chacun a son territoire et chacun a des idées. Donc, je pense que c'est important de faire ce genre de réunion et comme vient de le dire Frédéric, d'en faire régulièrement. Je pense que ça permettra aux uns et aux autres, que ce soit des nouveaux élus ou des anciens élus, eh bien de partager les expériences, de faire remonter les difficultés que l'on peut rencontrer sur le terrain. Et puis, on a la chance d'avoir aussi à la DCF des bons collaborateurs donc, qui ont un certain nombre de réponses. Donc, merci à vous pour l'organisation de ce genre de réunion. Et puis, on espère se voir tous physiquement, rapidement, parce que, bon, franchement, on est quand même une région où la convivialité compte, avec des bons produits du terroir. Donc là, j'espère qu'on aura rapidement la possibilité de faire des réunions en présentiel. Merci. Monsieur Rigaud. Oui, merci. Moi, je voulais aussi remercier toi, Romain, et Cécile pour l'organisation de ces rencontres et dire à chacun des participants qu'avec Frédéric, Patrice, nous sommes à votre disposition pour justement faire remonter les thèmes, échanger sur des thèmes. Là, c'était un thème très actuel, mais si vous avez d'autres idées ou d'autres volontés d'échange, que ce soit par Zoom, parce que c'est quand même plus commode, mais aussi quand on le pourra, comme le dit Patrice, pour se voir en toute convivialité. Je crois que c'est important, cette dynamique régionale qui s'installe autour des intercommunalités, qu'on prenne bien la mesure de toutes vos préoccupations. Vraiment, à dispo. Merci beaucoup. Encore merci à Yvonique et à ses deux collègues avec qui nous avons préparé aussi cette réunion. Un grand merci à l'ensemble des participantes et des participants. Évidemment, nous vous transmettrons les supports de communication et vous retrouverez sur notre site l'ensemble des éléments que nous avons présentés brièvement ce matin. À nouveau, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle édition de webinaire des intercommunalités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On n'est plus que tous les trois. Mais est-ce que ça tourne encore? Je ne sais pas si ça se dit. Tout à fait. Ça tourne encore. Ça tourne encore. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.